France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, le grand forum, jusque 18h avec ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Ils sont deux. C'est pas leur première, c'est leur seconde ensemble, Youssef Brakni et Redouane Moumine qui seront avec nous. Ils sont là, ils s'installent tranquillement et ils vont vous proposer leur avis tranché. Comment va monsieur Redouane Moumine? Oh bah écoute, ça va pas mal. Et malgré le froid. Malgré le froid, mais attends, il paraît que c'est que le début. Hein. Ouais. Le froid polaire qui arrive sur la France, ça va être très très chaud. Et puis Redouane, on va poursuivre cette série autour de ton avis tranché concernant la théorie du complot. Exactement, donc cet épisode s'intitulera « Il n'y a que les erreurs qui donnent du prix à la vérité » ou « Comment passe-t-on d'un attentat à un complot ?» Oh, tout un programme, j'ai envie de dire. Youssef Brakni, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah, ça va tranquille. Alors toi, on va parler de tout à fait autre chose. Ah ouais, rien à voir. Enfin, comme d'hab, un petit retour historique, la grande révolte arabe de 1936. La grande révolte arabe de 1936. Ouais. Ah, ça va nous faire du bien. On va dire la première intifada avant l'heure, quoi. Ah, d'accord, Ouais. bien vu. Coup de cœur, les gars? Bah commence, toi, Redouane. En fait, j'hésitais entre deux coups de cœur et là, je sèche un peu. Ah, Mais d'ici la fin de la mission, j'aurais choisi. très bien. D'accord. Moi, j'en ai un déjà bien établi, arrêté. C'est la marche des solidarités. Tu sais Qui quoi? aura lieu le Je 17 savais. mars. Voilà, j'en étais sûr. Ouais. Le 17 mars, tu Exact. nous parleras de cette marche parce qu'elle est importante. Oui, exact. Elle est très importante. Ça va être une grande marche normalement. Et donc voilà, c'est des thématiques qui sont très importantes, surtout dans notre contexte. C'est violences policières, chasse aux migrants, sans-papiers, etc. Donc, j'expliquerai un peu plus en détail. Tout à l'heure, évidemment, ne manquez pas ce rendez-vous, messieurs, dames. C'est parti pour votre LGF sur France Maghreb 2. On va parler de beaucoup de sujets dans cette émission et notamment on parlera de la Syrie parce que, a priori, ça chauffe dur là, pour le coup. À tout de suite. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, Israël a conclu un contrat historique pour la fourniture de gaz naturel à l'Égypte, a annoncé lundi Benjamin Netanyahou. Cela va rapporter des milliards dans les coffres de l'État, a affirmé dans un communiqué le Premier ministre israélien sans donner plus de détails. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que les forces syriennes ne pouvaient pas arrêter les avancées de l'armée à Afrin. La question LGF pour la 4e année consécutive, les musulmans du Royaume-Uni ont invité les Britanniques à découvrir leurs mosquées et l'islam. Ce sont ainsi plus de 200 mosquées à travers le pays et plusieurs personnalités politiques qui sont parties à leur rencontre. Ceci est-il possible en France selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Évidemment, et pour terminer tout à l'heure, Libertad. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. L'avantage c'est que les pubs sont courtes, donc on a plus de temps, c'est formidable. 01 40 33 9000 évidemment pour que vous puissiez nous appeler et participer avec nous, échanger avec nos invités aujourd'hui, nos deux intervenants que sont Redouane Moumine et Youssef Brakni. D'ailleurs demain vous en découvrirez une nouvelle chroniqueuse qui sera avec nous, qui s'appelle Fatima Ouassak. Ce sera la bonne. On arrête. Ce sera là? Ce sera la bonne, je pense, demain. Ah oui, que la dernière fois, tu veux dire. oui, mais ça je l'avais pas dit aux auditeurs, mais oui, effectivement, il y a eu une première un peu ratée, on va dire. Mais si, vous l'avez dit, on a parlé avec Nadia. Ah oui, exact, pardon. Non, Si, excuse-moi, je suis un peu fiévreux là, tu vois. Voilà. Tu vois, je suis mieux que toi. Non, tu suis mieux que moi, l'émission, c'est quand même extraordinaire. À l'occasion de l'avis tranché de Nadia Lazouni, vous en avez parlé, un avis tranché sur Darmanin. Darmanin, Exact. que je vous invite juste à aller revoir parce qu'il était, il était vraiment bon. Elle a fait du théâtre, notre amie Nadia, ça se voit. Hein. Ah ouais, elle était bien, même avec la gestuelle et tout. Hein. Ah oui, c'est ça. Je pense que la semaine prochaine, ah bah non, je dois terminer ma chronique. Dans 15 jours, je ferai un avis tranché sur les avis tranchés. Ah ouais, Histoire de faire un petit classement personnel. Parce qu'il y a quand même pas mal. Il y a beaucoup de contenu, donc c'est vrai. bien de revenir dessus. C'est vrai. Le Zap 24, c'est les moments qu'il ne fallait, moments forts ou pas d'ailleurs, qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, messieurs, dames. Et dans ce Zap 24, donc, on va commencer avec un premier extrait, un petit détour par l'émission de Yves Calvi sur Canal+, que pas beaucoup de monde regarde. Bon. Du coup, nous on fait monter l'audimat. Voilà, c'est ça. Un docteur n'hésite pas à comparer le sucre et la cocaïne. Écoutez plutôt. Facile à dire, hein, vous êtes gentil de nous dire ça comme ça. Mais une fois qu'on aime ça, je pense qu'il y a une vraie Mais vous avez dépendance. raison parce que on dit on aime ça, c'est sucré. Et regardez, j'ai bien mangé sucré, il m'arrive rien. Et puis c'est plus gai, donc c'est difficile. Et puis le sucre provoque une addiction, ça marche dans le cerveau sur les mêmes récepteurs que la cocaïne. Donc quelque part, vous êtes accro
vous avez besoin de votre dose de sucre et ça va monter. Ça va donner des problèmes. Sauf que le dealer est en bas de chez moi dans la première supérette. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Donc, c'est tellement pas cher. D'ailleurs, on voit que les populations défavorisées sont celles qui sont les plus exposées. Parce que c'est des produits pas chers du tout. Acheter des produits frais, ça coûte plus cher. Et les préparer. Et les préparer, ça prend du temps. J'espère, messieurs, que vous n'êtes pas adeptes du sucre, parce que a priori c'est dangereux. Bah en fait oui, et c'est même plus que la dépendance est plus forte qu'à la cocaïne en fait. Ouais. Pour le sucre. Et surtout ce qui est dramatique pour nos enfants, je pense à nos petits enfants, c'est que eux en fait ils ont grandi dans un monde où il y avait plus de sucre que nous au même âge. C'est-à-dire que là il y a du sucre partout. Et c'est pas les mêmes doses pour les mêmes produits. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont augmenté les doses de sucre, par exemple dans les bonbons, dans le coca, etc. Et c'est beaucoup plus sucré aujourd'hui parce qu'ils savent qu'en fait, il y a cette addiction. Les industriels le savent, l'agro-industrie le sait, et donc ils augmentent les doses dès le plus jeune âge. Et donc on voit que les enfants sont accros dès tout petits. Ils les éduquent au sucre. Et c'est vraiment un gros problème sanitaire qui va venir dans les mois, dans les années plutôt à venir. Redouane, t'es adepte du sucre ? Ah oui, complètement. Ouais. Et on a un problème familial. J'ai une mère qui souffre d'insomnie quand elle ne mange pas de sucre le soir. Ah ouais. Ah carrément. Donc voilà, on est dans le stade de l'accoutumance et je vais faire une révélation tragique à nos auditrices et auditeurs. Ah, il me manque la musique tragique là. Le lobby le plus puissant en France n'est pas le lobby juif, c'est le lobby du sucre. Oui, c'est vrai. Et ils ont fait un travail sur les parlementaires depuis 25 ans qui est juste incroyable. Et aujourd'hui, comme le disait Youssef, on a du sucre dans tous les aliments. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas possible de trouver un plat préparé en grande surface où il n'y a pas du sirop de glucose. Y compris des plats salés, je veux dire. Salés. Tu veux acheter des lasagnes, Findus, à l'intérieur, il y a du sirop de glucose. Dans les pizzas, il y a du sirop de glucose. On est complètement accoutumé. Concentré de tomate aussi. Concentré de tomate. Concentré de tomate, il y a beaucoup de sucre. Et je sais que nos auditeurs et nos auditrices en mettent beaucoup dans la shorba et la halira. Ah oui. Ouais. Donc doucement sur le concentré de tomate, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'en passer d'ailleurs pour faire une bonne shorba? Oui. Ouais, à l'ancienne, on s'en passait. Ouais. Ah oui. Après, tu peux acheter aussi des concentrés de tomates de meilleure qualité et tu regardes la dose et on voit qu'il y a plus de tomates que de sucre. Mais dans certains endroits, il y a plus de sucre. C'est comme par exemple, prenez le chocolat au lait. Oui. La poudre de chocolat. Hein. Ouais. Alors, en vrai, 80% des produits qui sont vendus, je vous le dis bien, 80%, il y a plus de la majorité, en fait, c'est du sucre et il y a à peine 20% de cacao. Oui. À peine 20% de cacao. En fait, nos enfants, le matin, ils prennent du sucre, en vrai. Mettez-leur un gros bol de sucre blanc, c'est pareil. C'est la même chose. C'est juste qu'il y a pas la couleur du chocolat, en fait. Bon, voilà. Et comme disait Youssef, même dans les céréales sur lesquelles on met en avant la qualité des vitamines, ils sont light, etc. Petit à petit, les quantités de sucre ont augmenté, donc on empoisonne les enfants dès le petit déjeuner. Terrible. C'était hier soir donc sur Canal+. Sa réponse était très attendue. Cela fait près de 4 jours que cette polémique avait enflé. Laurent Wauquiez. Après les propos du président du Parti des Républicains, enregistrés à son insu, dit-il, il égratigne une bonne partie de la classe politique par là même. Laurent Wauquiez, donc, hier soir, est venu s'expliquer sur le plateau de BFM TV. Mais à culpa, pas question. Le patron LR est resté droit dans ses bottes, assumant tout ou presque, et se trouvant une nouvelle cible, la presse. Écoutez. Je ne peux qu'être songeur quand je vois le cirque médiatique auquel on a assisté pendant 4 jours. Il n'était plus question du pouvoir d'achat. Il n'y avait plus de débat sur l'essence ou sur les 80 km/h. Plus de reportages sur les fermetures d'écoles en milieu rural. C'est que la droite a souvent fait l'objet de ces procès médiatiques. Nicolas Sarkozy a eu à les affronter. François Fillon les a subis. Aujourd'hui, j'en suis la cible. J'assume les propos qui ont été les miens parce que je n'ai pas de double langage. Alors il assume tout sauf la partie sur Nicolas Sarkozy, il regrette. Voilà, d'ailleurs il y a une belle petite révélation dans le Canard enchaîné, Nicolas Sarkozy qui dit qui déclare on m'avait dit que t'étais une grosse merde, mais voilà. Non mais c'est pour ça qu'il recule sur Nicolas Sarkozy, parce qu'il est ultra puissant, Sarkozy. Il a toujours ses réseaux au sein des Républicains, c'est un homme de réseau, il lâche pas l'affaire. Il annonce porter plainte, donc contre le journaliste, enfin contre l'émission Quotidien qui a révélé effectivement cet enregistrement. J'ai hâte de voir ça parce que quand même c'était un endroit public finalement. Il y avait rien de se relève de la vie privée, donc je vois pas comment en tout cas il porte plainte et il saisit le CSA. Laurent Wauquiez, c'est polémique. Redouane, tu vois comment cette histoire là? C'est le premier responsable du premier mouvement de droite en France. Et le type est pas capable de parler avec modération devant un parterre d'étudiants. Ouais. On est au 21e siècle.
tout le monde sait qu'il y a des enregistreurs, surtout dans les universités, où les étudiants enregistrent toutes les interventions de personnes extérieures dans des conférences. Bah oui. Enfin, il a tenu des propos. C'était d'une trivialité, en fait, surtout. Ça manquait de contenu. Il a fait un show-off. Il a fait un show-off et il mérite ce qui lui arrive. Hein. C'est vraiment malheureux. Ouais. Puis je pense vraiment que c'était voulu quoi. Ça m'étonnerait que ce soit un coup de tordu. C'était pour faire le buzz. Oui. Parce qu'il est plus à sa place. Ah, tu penses que c'était voulu de sa part? Bah ouais, ça me paraît gros quand même. Ouais. Il a envoyé des signaux à sa base quand même, la mine de rien. Bah oui, bien sûr. Et c'est ça son principal problème aujourd'hui, c'est qu'il a été élu dans un parti où on a des écuries et finalement aucune écurie ne l'a vraiment soutenu. Est-ce qu'il prépare une alliance avec le FN d'après vous? Oui. Avec le pour FN? Les prochaines présidences ou prochaines élections? Plutôt les municipales, oui, ils vont être obligés, je pense. Pour les municipales, ils sont obligés parce que il y a plein de villes où ça va être trop serré. Ouais. Il y a plein de villes où ça va être beaucoup trop serré, c'est le même électorat. Et puis voilà, lui, ça fait longtemps qu'il prépare ça, qu'il le dit. De toute façon, il a gagné la région sur les voix du FN en allant clairement. On a vu toutes ces déclarations contre les musulmans et puis sur sa fameuse sourate qu'il connaît en arabe, etc. Ouais. Donc voilà. Moi, je pense qu'il a pas le choix pour les municipales, c'est soit ça, soit ils disparaissent. Je vais peut-être revenir en arrière en disant oui avec le FN, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une grande coalition de la droite réactionnaire. Il y aura les Patriotes de Florian Philippot. Oui. Il y aura notre cher, j'ai oublié son nom, de Bout la France, Nicolas Dupont-Aignan, etc. Ils vont monter une grande coalition de la droite réactionnaire pour fédérer leurs forces. En tout cas, les réactions politiques réagies à ces explications de Laurent Wauquiez hier soir sur BFM TV. Écoutons le député La France Insoumise, Hugo Pernedicis. Il s'amuse de l'intervention du patron de la droite. Écoutez cette réaction. Moi, j'ai pas été convaincu. J'étais déjà pas très convaincu de sa prestation devant les élèves, mais encore moins de son explication. C'était assez fumeux. Il nous explique que la langue de bois c'est terminé et qu'il veut parler vrai. Le dernier qui a eu cette stratégie s'appelle Jean-François Copé. On a vu comment il a terminé au sein des Républicains. En attendant, pour nous, Monsieur Wauquiez est un excellent adversaire politique parce qu'au moins on est sûr que la droite restera cantonnée à un niveau extrêmement bas pour les semaines, les mois et les années à venir, je l'espère. Ce qui fait qu'on pourra rester la principale opposition dans ce pays. Et de toute façon, c'est ce que nous sommes. De l'opportunisme pour Hugo Pernedicis, donc ce député La France Insoumise chez nos confrères de BFM TV pour le coup. Bah là c'est le temps des punchlines là je crois. Ouais. C'est le temps des punchlines, des machins. Là c'est Twitter dans la vraie vie là. Donc voilà, après franchement je vois pas ce qu'il y a de si scandaleux en fait, la vérité. C'est ce qu'ils pensent tous, plus ou moins. Voilà, lui il a juste dit comme ça devant des étudiants. En plus il a dit un truc qui m'a interpellé, moi il a dit que dans 4-5 ans ça va péter. Ah oui? Ouais, il a dit ça. Il a dit qu'en fait ça allait exploser, etc. Et je pense que c'est pas faux ça. Et lui d'avoir des infos, je pense. Et c'est clair qu'en fait il pousse et ça va forcément à un moment donné vraiment exploser, mais vraiment très mal quoi. Ouais. Alors pour terminer ce Zap 24, l'imam Mohamed Bajrafil était l'invité des grandes gueules de RMC ce midi. Et la question, peut-on être une bonne musulmane et ne pas porter le voile? C'est la question qu'on lui a posée. Eh oui, de l'animateur, un des deux animateurs de GG. Écoutez. On peut être une bonne musulmane sans porter le voile? Bien sûr. En fait, c'est aussi une des choses malheureusement qui font débat aujourd'hui. Mais ne pas porter le foulard, par exemple, si c'est un péché, il n'est pas plus grave que mentir, que calomnier, qu'insulter, que voler quelque chose à quelqu'un. Donc tout cela renvoie encore une fois à cette idée de bigoterie. Alors la personne qui a envie moi je suis pour que on laisse à la femme le choix de faire ce qu'elle veut de son corps. Un point, un trait. Je suis religieux, mais ni à ma femme, ni à ma fille, j'imposerai quoi que ce soit quant à la manière de se vêtir. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Il faudra qu'on les entende, celles qui ont envie de faire quoi que ce soit de leur corps, ou qui n'ont pas envie d'en faire quoi que ce soit, qu'on les laisse, en fait. Et je trouve que il faut faire attention de pas tomber dans le piège de ce contre quoi on prétend lutter. Voilà. Bon, c'en est plutôt bien sorti d'ailleurs, donc cet exercice ce matin. Il reprend Bajrafil qui reprend le discours féministe du MLF là. Le droit à disposer de son corps. Ouais. Bon voilà, après c'est un peu la position du milieu militant contre l'islamophobie depuis des années en fait. Depuis la loi de 2004, voilà, les musulmanes ou non, les féministes ou non disent que voilà, c'est à chaque femme de décider de ce qu'elle veut faire, si elle veut se voiler, se dévoiler.
C'est vraiment à chaque femme de choisir comment elles veulent s'habiller, quoi. Alors justement, il y a un auditeur qui apparemment l'a écouté, il souhaite réagir. Mohamed de Lyon, bonsoir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Mohamed. Alors vous avez écouté l'imam Majrafil ce midi? J'ai écouté l'interview intégrale. Ouais. Et je voulais réagir par rapport à ça, puis vous poser une question suite à tout ça. J'ai bien écouté jusqu'au bout, hein, les chroniqueurs, Mourad Boudjelal, Golnaden bien évidemment. Ouais. Et je voulais savoir, donc Golnaden qui obsédé, vous le savez, par la question de l'islam et de l'antisémitisme musulman. Oui, et je suis un peu déçu, Mohamed Majrafil, je l'aime beaucoup. Hein. Ouais. Sur le plan religieux, il s'est très bien débrouillé. Par contre, quand Golnaden, il lui demande, il lui dit voilà, les jeunes musulmans antisémites, et comment vous expliquez que l'antisémitisme est pratiquement cultivé chez les musulmans? Et Majrafil, je l'ai trouvé un peu mou, voire laxiste, voire un peu perdu. Voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, je l'ai pas trouvé très expression Tariq Ramadan là-dessus, quoi. C'est-à-dire aller comment dire, lui demander où est-ce qu'il tient ça, puis surtout, enfin, c'est comment pas les musulmans qui ont tué 6 millions de juifs. Je suis désolé, j'arrive pas à comprendre comment moi, autant que français musulman, on me réduit à l'antisémitisme d'après Golnaden et bien évidemment tous ses collègues BHL, etc., etc. Oui. Alors justement, tiens, on va écouter cet extrait, si vous le voulez bien. Ouais. Alors, on va écouter. Voilà, je le retrouve là parce que je l'avais pas préparé, hein, mais je l'ai retrouvé. Donc c'était ce midi, effectivement. Alors vous faites allusion à ce moment précis où Golnaden eh bien reprend un petit peu Majrafil sur l'antisémitisme. Et voici, écoutez cet extrait, on écoute. Bien sûr. Est-ce que je peux vous dire ça, je veux bien tout entendre. Je veux bien tout entendre. Que le racisme soit la chose la mieux partagée au monde, malheureusement, je vous le concède sans barguigner. Cela étant, la spécificité d'aujourd'hui de l'antisémitisme d'origine islamique, c'est qu'il tue. C'est pas rien. C'est pas uniquement c'est qu'il tue. C'est que les gens, ils rentrent dans des supermarchés, dans des écoles et ils tuent. Il y a une différence quand même, si j'ose dire, qualitative, qui ne doit pas vous échapper. Encore une fois, je vous ai dit, soyons clairs sur les termes que nous utilisons. L'antisémitisme doit être combattu. Qu'il soit dans l'insulte ou dans l'assassinat, il doit être combattu. Comme tout autre racisme. Ce que je veux vous dire par là, dans la question qui a été posée, c'est seulement de comprendre encore une fois que quand je vous dis que la meilleure des solutions, c'est l'éducation, c'est justement d'aller à la rencontre de ces jeunes qui brandissent. Parce que moi, c'est mon rôle à moi ou de ceux qui travaillent, qui font le même travail que moi, c'est de leur montrer que texte à l'appui, ce que tu fais, c'est pas l'islam. C'est ce que moi, c'est pas que lui, il ne le prétend pas, il le prétend et il le dit. De même que je sens, douter de quoi que ce soit de ce que vous dites. Juste que vous compreniez que ceux qui s'en prennent aujourd'hui aux juifs, en réalité, leurs pires ennemis, c'est les musulmans qui ne pensent pas comme eux. Et c'est là où c'est aussi une donnée qu'il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire que tous les jours, de même qu'il y a eu quelqu'un qui est rentré dans le magasin Hyper Cacher, qui a massacré sauvagement des gens, vous avez même eu des gens qui sont rentrés dans une mosquée en Égypte, qui ont fait... Je veux dire, l'idéologie, elle est la même. C'est une idéologie de haine, du rejet de celui qui ne réfléchit pas comme lui. Et peu importe la foi ou la couleur de la personne... Oui, il rejette la personne qui est différente de lui. Question sur Tariq. Alors, avant d'écouter la question sur Tariq Ramadan, qui est aussi intéressante, est-ce que vous êtes comme Mohamed? Est-ce que vous l'avez trouvé un peu ventre mou là, l'imam Majrafil, Youssef et Redouane? Il a été évidemment, il n'a pas été tranché les longues phrases sont limite de la simplicité et de la clarté, donc ça c'est sûr. Mais je pense qu'il a dit les mots les plus importants. Et parmi ces mots plus importants, il y a celui de l'éducation. Et il est très important justement de ne pas tomber, de mon propre avis, sur la spécificité, parce que il y a 40 ans, on disait les Arabes sont antisémites. C'était l'Égypte de Nasser laïque qui était antisémite. Et maintenant que les pays laïques panarabiques ont disparu, on dit ce sont les musulmans qui sont antisémites. Alors moi personnellement j'ai vécu l'antisémitisme banalisé dans certains pays arabes, mais on ne peut pas confronter ça à la réalité française. Ce serait une énorme erreur, tout comme généraliser le comportement d'un Mohamed Merah qui a été radicalisé par des doctrines religieuses qui prônent justement la haine des moushrikoun, des mécréants.
Youssef? Ouais, après, il a pas trop mal répondu en fait, la vérité. Surtout quand il a commencé à dire qu'en fait, en gros, c'est pas une spécificité. En fait, il ne vise pas que les juifs, mais il vise tous ceux qui. Bah oui, quand il prend l'exemple de l'Égypte. Quand il prend l'exemple de la mosquée, bah en fait, il a mis KO là, parce qu'en fait, en vrai, et il aurait pu aller plus loin en disant qu'en fait, 90% des victimes des islamistes sont des musulmans. Ouais. 90%, et ils sont essentiellement en Afrique. Donc au Nigeria notamment, et au Moyen-Orient, Irak, Syrie. Donc sur ça, je pense qu'il a plutôt bien répondu. Après voilà, il était facile de répondre à Goldnadel sur ses positions ultra-sionistes. C'est un mec d'extrême droite, cet homme, et qu'en fait, il serait intéressant aussi de voir comment on éduque certains juifs de France en leur disant, en les éduquant dans la haine de la France, et en leur disant que leur pays c'est Israël et qu'ils doivent aller coloniser une terre qui n'est pas la leur, et qu'ils doivent partir là-bas combattre, et pour notamment commettre des crimes de guerre, tuer des Palestiniens, etc. On l'a vu dernièrement avec un soldat français qui a quand même assassiné un Palestinien au sol, désarmé. Il l'a achevé de plusieurs balles et il a fait à peine quelques mois. Il va déjà être libéré là. Et c'est un Français. Alors autre moment, évidemment, je pense que c'était pas forcément un piège, mais en tout cas l'occasion a été donnée pour les animateurs et les chroniqueurs de lui poser la question sur Tariq Ramadan. Évidemment, écoutez. Il a été très médiatisé en France. On le présentait comme le théologien, comme moi je vous présente comme théologien. Est-ce que Tariq Ramadan, vous aimiez? Moi, je veux vous dire une chose. Il y a des idées qu'il a dites que je trouvais justes et des idées qu'il a dites avec lesquelles je ne suis pas d'accord, comme vous, comme nous tous qui sommes là. Mais cette affaire-là, encore une fois, montre combien nous sommes dans une hystérisation pas possible. Il y a la parole des femmes qui est libérée. C'est quelque chose qui doit être encouragé. Ça, c'est la première des choses à dire. La deuxième des choses, c'est qu'on doit reconnaître aux plaignantes le statut de victime présumée. Mais de la même manière, il doit être reconnu à Tariq Ramadan le statut, la présomption d'innocence. Et à partir de là, laisser la justice travailler sans aucun tribunal médiatique, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont déjà considérés comme victimes présumées et d'autres qui sont déjà considérés comme les victimes et d'autres qui vous sont ne diriez pas comme certains. Oui. Ce que vous avez dit, il n'y a pas un mot que je retire. Hein. Oui. J'adhère à y compris la présomption d'innocence. Mais vous ne diriez pas comme certains qu'il est attaqué parce qu'il est musulman. Alors moi il n'y a pas un complot. Alors franchement, c'est une des histoires les plus débiles qui soit. Mais encore une fois, ce que cela veut dire, n'oubliez pas qu'en France, un sondage a montré que plus de 70% des Français croyaient à des thèses complotistes. Et c'est une manière de dire que c'est pas propre aux musulmans que de penser à ceci et cela, parce que malheureusement, le complot judéo-maçonnique, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Exactement. Je voudrais revenir sur ce qu'on a. Voilà, donc ça c'est un extrait sur Tariq Ramadan. Bon, personnellement, j'ai juste trouvé un petit peu mou sur l'histoire, effectivement, la dernière partie de la question et de la réponse, sur le fait qu'ils disent, quand l'autre il lui dit, vous avez pas jusqu'à dire parce qu'il est musulman. Mais attendez, monsieur Godlanen, on défend pas Tariq Ramadan, mais pour le coup, force est de constater quand même, les faits le prouvent et sont têtus, qu'aujourd'hui c'est plus l'homme qu'on juge, mais c'est plutôt presque le musulman quelque part. Il aurait pu aller au bout de cette logique, mais bon, il l'a pas fait. Non, mais une femme comme Samir Ali, qui est pas inconnue pour être une islamo-gauchiste, loin de là. Qui est une sénatrice. Sénatrice PS des quartiers nord. Elle a quand même dit que je me pose la question, est-ce qu'on juge l'homme qui a violé qui aurait violé, ou le musulman? Elle a quand même dit ça. Il y a Marianne qui l'a attaqué là, qui a dit comment elle a osé, etc. C'est toujours pareil de toute façon. Dès qu'un arabe sort un peu du chemin, tac. Vous avez entendu le petit lapsus, lapsus de l'animateur, présumé coupable. Même pas présumé, il a dit coupable. Coupable. Voilà. Il a dit coupable. Parce que Bajrafil, des fois, il cherche un peu, pour essayer de bien expliquer. Bon, voilà, Mohamed, on a grâce à toi en tout cas effleuré les grands moments. Je vais terminer juste en disant que je pense que Bajrafil, face à Sarkozy, face à Goldnaden, je pense qu'il est trop honnête et trop calme. Ces gens-là, il leur faut pas des gens comme Bajrafil, malheureusement. Il leur faut un peu plus d'agressivité verbale, si je peux dire, quoi. C'est Goldnaden, quand il dit que les musulmans sont biberonnés à l'antisémitisme, lui, son collègue Bensoussan, d'ailleurs, qui l'a défendu. Oui, Bensoussan a été relaxé. Bensoussan qui avait dit ça, Bensoussan a été relaxé. Ouais, voilà. Donc, je pense pas qu'il faille des gens comme Bajrafil, malheureusement, parce que c'est pas assez. Tu pourras lui dire, Mohamed. Il y avait un homme qui avait cette capacité de punchline sur les plateaux et surtout qui avait cette facilité à construire des élocutions qui marquaient et qu'on savait répéter régulièrement. Il s'appelait Tariq Ramadan.
Voilà. Moi, j'ai vu un Tariq Ramadan sur un plateau avec. Il avait laminé Caroline Forest. Ah bah, Oh là pas là. qu'elle. Pas Il qu'elle. l'a couché, ouais. Il l'a couché. C'est il peut-être a- pour ça d'ailleurs qu'elle lui en veut depuis. Il avait mis aussi Éric Zemmour en PLS Ah oui. sur le plateau de On n'est pas couché. Ouais. Faut pas se mentir. Et c'est pour ça aussi que Tariq Ramadan est puni actuellement sur le plan judiciaire. Exactement. Qu'on lui fait subir certaines. Attention, tu dérives vers le complotisme là. Ah non, je ne dérive pas vers le complotisme. Attention, Redouane, Je attention. dis qu'il y a des mesures extrêmement sévères à l'encontre de l'incarcération de Tariq Ramadan qui n'ont pas lieu pour d'autres personnes à qui on reproche les mêmes faits. C'est Ouais, tout. absolument. Merci Mohamed. Bon, en tout cas, Bonne tu soirée à vous. pourras lui faire tes remarques vendredi puisqu'il sera avec nous, il sera notre invité Ça vendredi. marche. Voilà. Ça marche. À Merci bientôt. Mohamed. Au revoir. Bon, oui, l'imam Mohamed Bajrafil sera notre Non, invité. par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, je l'ai trouvé décevant. Là, je trouve qu'il est bon, en fait, la vérité, ça va, parce que c'est pas facile dans les grandes gueules. Puis surtout, Mohamed Bajrafil, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de développer ses idées. Oui, tu vois. Alors c'est qu'en ça. fait, les grandes gueules, ça marche beaucoup par punchline. C'est pour ça que c'est un piège. Faut que ça aille vite. Ouais, faut que ça aille vite. Du coup, t'as pas le temps de développer, contrairement à Radio France Maghreb où on a le temps de développer sa pensée. Et c'est ça qu'on aime. Mais du coup, là où j'ai trouvé, par contre, sur Nicolas Sarkozy, c'est vrai que c'était chaud. C'était un peu voilà, limite il était en dessous quoi. Et je me souviens, j'avais fait un Je suis commentaire. pas d'accord avec toi, Youssef. Si en fait, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en Vas-y. fait, moi, ce que j'avais trouvé, c'est qu'il était extrêmement dur, mais vraiment très dur avec Nader Abou Hanès, Ouais. par exemple, qui est pas du tout ma tasse de thé, hein, Ouais. mais en disant que c'était des buveurs de pisse de chameau. Vous souvenez-vous de ça? Vous allez retrouver ça. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, il est dur, lui. Je me suis dit, ah ouais, face à Sarkozy, bah, il va y aller à fond, il va dire, voilà, il va tout sortir, l'islamophobie, le racisme et tout, mais pas du tout. Je sais pas, moi j'ai trouvé très calme, très machin, et Sarkozy il avait pris le dessus, et moi je suis toujours gêné quand on est aussi dur avec les siens, même si on n'est pas d'accord et tout, voilà, Nader Abou Hanès, on a des désaccords, etc., mais ça reste malgré tout un musulman avec qui il faut dialoguer, etc. Et de l'autre côté, avec Nicolas Sarkozy, j'ai trouvé super light, super, voilà, conformiste, etc. Il a pas sorti les gros dossiers de Sarkozy, notamment sur sa gestion coloniale de l'islam de France, parce que c'est comme Sarkozy qui a créé le CFCM. Oui, alors c'est vrai que ça peut Mais c'est être là aussi. ça C'est peut là être vu aussi sur cet où- aspect-là, mais moi j'ai trouvé en tout cas qu'il avait fait du Bajrafil quoi. Il était resté calme et justement avec ce calme, ça pouvait, je dis bien ça pouvait, ça ne l'a pas fait, déconcerter un petit peu Nicolas Sarkozy. Et puis le peu de temps qu'il a eu à s'exprimer, je pense qu'il a utilisé les bonnes phrases en justement dénonçant ce qu'il avait à dénoncer. Lui, le message qu'il souhaitait, je l'ai eu après pour débriefer, il m'a dit le message que je souhaitais faire passer, je l'ai fait passer. Voilà. Ouais. Maintenant, effectivement, il m'a dit je sais que beaucoup s'attendaient à ce que je le dégomme, à ce que ceci, cela. C'est pas mon style et c'est pas moi. Donc voilà. Moi, personnellement, je trouve qu'en débat, il est très bon, mais il faut avoir du temps. Ouais. Et là, je lui dis t'aurais pas dû y aller, sachant qu'on t'a dit t'as tant de minutes et pas une de plus, etc. C'était, puis en Oui, c'est plus, pas son il style. n'y avait pas besoin de Karim machin là pour faire le lien entre les deux. Je dirais Karim Rissouli. Karim Rissouli. Ouais. Il avait pas besoin d'être là. Je comprends pas bien d'ailleurs à quoi servait son rôle, mais il lui faut du temps à Mohamed Bajrafil. C'est ça. Il avait déconcerté une journaliste de France 24, Oui. comment ça s'appelle, Vanessa Burgraff, je crois, Oui. qui lui avait dit à propos alors attendez, rafraîchissez-moi la mémoire, sur le fait que, quel est le meilleur pays qui pratique le mieux la sharia? Il a dit la France, ouais. La France. Oui, c'est vrai. Et l'autre, elle était déconcertée. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'était sur France 24. Allez Qui retrouver applique- ce moment sur YouTube. Qui applique la charia. Qui applique le mieux, qui respecte le mieux la charia. Ouais. Il avait dit c'est la France. Et il s'en explique. Ouais. Voilà. Bon, on referme l'épisode Bajrafil. On va dans un instant découvrir l'avis tranché de notre ami Redouane Moumine, la suite des épisodes autour de la théorie du complot. Heureusement que tu es là pour ça, parce que t'as failli y retourner malgré toi, dans le complotisme, mon cher Redouane. Et là, ça y est, j'ai grillé ma carrière politique il y a 10 minutes. Ah ça y est, t'es foutu. Hein. Ouais. Je sais pas si t'avais entrevu une place dans un parti quelconque, mais là c'est mort. J'en avais une avant et je suis parti. Donc c'est réglé. Bon, au moins t'es indépendant quoi. Exactement. T'es libre. Tu es un homme libre. Libéré. Imaziron. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Redouane Moumine et avec Youssef Brakni qui sont avec nous évidemment sur France Maghreb 2. Et voici maintenant l'avis tranché. C'est une série que vous suivez avec beaucoup d'attention, amis fidèles auditrices, auditeurs du grand forum, la théorie du complot jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. C'est le 4e épisode, mon cher Redouane. Exactement. Et cette fois-ci, comment passe-t-on d'un attentat à un complot? Il n'y a que les erreurs qui donnent du prix à la vérité.
Récit d'expérience. Cet avis tranché commence un vendredi après-midi du mois d'octobre 2012 dans la ville de Beyrouth. Il est 15h, c'est la fin de la journée de cours et je sors de classe avec mes élèves. Par chance, je ne quitte pas le lycée tout de suite car certains élèves me retiennent après la sonnerie pour me poser des questions. Subitement, une détonation retentit par la fenêtre. Une onde de choc nous fait perdre l'équilibre, je tombe de l'estrade. À 80 mètres de là, une épaisse fumée s'élève et se rapproche de nous. Fuite de gaz? Accident de travaux? Eh ben non. L'alarme du lycée retentit, c'est un attentat. Sans réfléchir, je m'engage rapidement dans la rue pour aller apporter de l'aide sur place, c'est le chaos. Une épaisse couche de gravats recouvre toutes les voitures, les gens courent et hurlent dans tous les sens, toutes les vitrines des magasins ont explosé, les volets des maisons sont arrachés, les terrasses de café aspirées. Il s'agit d'une voiture piégée avec à son bord 33 kilos de TNT. Le bilan le soir sera de 14 morts et plus de 120 blessés. Et ces questions fatidiques qui ne vont jamais cesser de me hanter jusqu'à aujourd'hui. Qui et pourquoi ? Dès les heures qui suivent, les rumeurs les plus folles courent. Les hommes politiques du pays se pressent pour faire des déclarations hâtives et les médias partent à la pêche aux témoignages, plus douteux les uns que les autres, donnés par des passants. Ayant été au cœur des lieux, j'ai été témoin de nombreuses choses qui me sont apparues troublantes. Parmi celles-ci, une question m'obsédait. Pourquoi disait-il qu'il n'y avait qu'une voiture piégée alors qu'il y a eu 2 explosions ? Je les ai entendues, j'étais là. Bizarre, non, Christophe ? Plus les détails me parvenaient les jours suivants, plus je suspectais un complot d'État. Puis arriva le jour fatidique, quand j'avais cours de nouveau avec mes élèves, et qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur dire ? Est-ce qu'il fallait qu'on en parle de cet attentat ? Finalement, je prenais la décision de réfléchir utile avec eux, sur nos émotions à chacun et leur rôle après un attentat. On a donc discuté longuement du ressenti personnel, comment chacun revoyait les événements, la perception sur les médias. Qu'est-ce qu'ont dit leurs parents le soir même ? Jusqu'à ce moment que je n'oublierai jamais où j'ai abordé l'affaire troublante des 2 explosions avec eux. Les élèves silencieux m'ont regardé interrogateur, m'ont dit « Mais monsieur, on était là, il y a eu une seule explosion. » Eh ben oui, mon cher Christophe, j'étais intimement persuadé qu'il y avait eu 2 explosions. Et pourtant, il n'y en avait eu qu'une seule. Et tout le monde me l'a confirmé par la suite. Qu'est-ce qui m'était arrivé ? J'avais perdu les pédales, traumatisme, perte de rationalité. Comment mon imagination avait pu me tromper à ce point ? Si je vous parle de tout cela, chères auditrices et auditeurs, c'est parce que c'était en 2012 et à mon retour en France, comme nos auditrices et auditeurs, j'ai eu à supporter les horreurs des attentats qui ont atteint notre pays, la France, à de nombreuses reprises. Mais cette expérience m'a beaucoup appris. Le Supercacher, le Bataclan, Saint-Étienne-du-Rouvray, l'attaque ratée à Montmartre, Nice, et à chaque fois le même service après-vente médiatique. À chaque fois le silence suspect des services de l'État, et à chaque fois une folle circulation des rumeurs. Le scénario est toujours le même, on découvre des témoignages qui contredisent la version de la police, des témoignages qui contredisent les caméras de surveillance, et même des témoignages qui contredisent d'autres témoignages. Les versions même des policiers ou renseignements entre elles se contredisent souvent. Sur les réseaux sociaux, on nous dit que ça n'était pas Mohamed Merah, mais un homme blond aux yeux bleus qui a ouvert le feu sur des enfants juifs. On lit aussi que les tueurs de Charlie étaient 5, et pas 2. Ou encore que le faucheur de Nice a été aidé par la police. Et à chaque fois, à quoi je pense à votre avis ? Christophe, Youssef, eh ben à chaque fois je pense à mon explosion imaginaire. Ouais. Celle que j'ai cru entendre lors de l'attentat que j'ai vécu. Combien parmi tous ces témoins d'attentats ont, comme moi, pu déformer la réalité en raison simplement du choc, de l'étourdissement lié aux émotions ? C'est un cas classique. Très simplement, dans chaque schéma d'attentat, on doit comprendre qu'il y a 3 grilles d'erreurs d'appréciation qui se recroisent et qui tôt ou tard vont nourrir le complotisme. La première grille, c'est celle dont j'ai fait partie, c'est l'erreur de ceux qui ont mal vu, les témoins. On vient d'en parler, les erreurs, elles vont risquer d'altérer l'opinion, mais surtout les enquêtes. La deuxième grille, ce sont les erreurs de ceux qui ont mal agi pendant l'attentat. La police, l'armée, BRI, RAID, services de sécurité, tout ce qu'on veut. Eux aussi sont sujets aux facteurs humains. Or, dans chaque rapport post-attentat, on a découvert que les forces de l'ordre ont patiné, agi dans le désordre, loupé des éléments, mal évalués. Et la troisième grille, enfin, ce sont les erreurs de ceux qui ont mal commenté et pris position à tort. L'exemple typique de Ménel, la chanteuse de The Voice. À travers les réseaux sociaux, ce sont celles et ceux qui vivent la rumeur et cherchent la vérité à partir des 2 premières grilles d'erreurs dont on vient de parler. Propos borderline d'un politique, dérapage de chroniqueurs. Ce sont des phrases qui frôlent la falsification des faits et brouillent le discours de vérité. Parmi ces personnes, un certain Patrice Carteron qui a déclaré à rebours que Ménel était un immonde cancer. Je ne sais pas s'il verra ma vidéo, mais j'ai juste envie de lui dire une chose. Patrice, si Ménel, c'est un cancer, je pense que toi tu n'es pas la chimiothérapie de la France et je pense pire que tu es une maladie auto-immune pour nous. Alors quand le scandale sur les tweets de Ménel est arrivé, j'ai encore pensé une nouvelle fois à mon explosion imaginaire, toujours la même, et je me suis dit non seulement les diplômes de vérité n'existent pas, mais ceux qui commentent mal comme Ménel ne sont pas plus condamnables que ceux qui ont mal vu, ceux qui ont mal agi et plus généralement mal jugé.
car dans tous ces cas, c'est l'émotion qui a nourri nos erreurs, et surtout, c'est ma leçon d'aujourd'hui. La tragique conséquence, c'est que l'erreur nourrit le complot. Merci Redouane. Youssef, petite réaction à ce 4e épisode de la théorie du complot. Bah franchement, c'était très haut niveau là. C'était vraiment pas mal, mais je savais pas du tout pour ton aventure libanaise là. Bah en fait, j'ai échappé à 2 attentats. Ah ouais. D'accord. Et celui-là a été très très dur parce que très impressionnant pour le coup. Le deuxième moins, il y a eu quelques blessés. Et c'était très dur en fait émotionnellement puisque on sortait de classe et j'avais mes collégiens dans la rue. Ouais. Et tu sais, c'est l'espèce d'instinct un peu adulte et je me suis dit mais il faut aller les chercher. Et on a été plusieurs enseignants à aller les chercher dans la rue, il y avait de la fumée partout, ça a été et on a dû faire le feedback le lundi suivant avec eux. On se disait mais pourquoi on va leur parler qu'est-ce qu'on doit faire Donc une grosse expérience par rapport au complotisme. Mais c'est très impressionnant parce que effectivement tu expliques qu'on est persuadé quand on est au cœur d'un événement, j'allais dire tragique, on est persuadé d'avoir vu ou entendu des choses qui s'avèrent inexactes finalement. Complètement. Et au moment où j'étais au cœur des lieux sur la place où ça a explosé, une dame était à côté de moi en train d'hurler. Je les ai vus, ce sont 2 motards, ils étaient cagoulés. Ouais. Et en fait, il y a peut-être eu des motards qui sont passés, mais des motards cagoulés, mais il n'y a jamais eu de motards qui ont participé à l'attentat. Donc elle-même a vu quelque chose qui, au milieu des émotions qui nous subjuguaient, a pu lui faire croire que on avait un complot ou quelque chose d'anormal était survenu. Bon, alors on en reparlera évidemment si vous voulez, bien sûr, on nous appelait au 01 40 33 9000, peut-être tout à l'heure dans Libertad. Prochain avis tranché après la pub, donc la prochaine pub. On parlera cette fois-ci de l'histoire. C'est quoi, Youssef? La grande révolte arabe. La grande révolte arabe de 1936. Voilà, soyez là, évidemment, au rendez-vous. Pour l'heure, on va filer en Israël. Pourquoi? Pour vous parler de ce contrat qu'a conclu Israël pour la fourniture de gaz naturel avec l'Égypte. C'est ce qu'a annoncé en tout cas lundi Netanyahou. Cela va rapporter des milliards dans les coffres de l'État, a affirmé dans un communiqué le Premier ministre israélien, sans donner d'ailleurs d'autres détails. Selon un communiqué du groupe énergétique israélien Delek, le montant du contrat devrait atteindre 15 milliards de dollars, environ 11 milliards d'euros. Le premier pays arabe à avoir conclu la paix avec Israël en 1979. Messieurs, sur ce contrat qui va rapporter beaucoup d'argent à Israël grâce à l'Égypte, qu'est-ce que ça vous évoque? Il y a beaucoup d'enjeux dans cette affaire. Alors la première chose à dire, c'est que donc la découverte de 6 gisements gaziers au large d'Israël est récente, de cette dernière décennie. Avant, il n'y avait pas eu de forage. 3 gisements principaux ont été découverts et exploités par Israël. 2 petits qui sont Dalit et Tamar. Et le 3e qui est un immense gisement de gaz qui s'appelle Léviathan. Il y a 450 milliards de mètres cubes de gaz, je crois. Sauf qu'il y a juste un problème, c'est que le gisement en question, il est proche du Liban et de Chypre. Et là, on a un problème, on a un flou dans les frontières maritimes, c'est-à-dire que le Liban et Chypre pourraient également prétendre à ce gisement de gaz et Israël n'a pas envie de partager. Donc, on va avoir un nouveau risque de tension majeur dans la région à cause de cette question du gaz offshore. Et le deuxième élément important, c'est de rappeler que l'entreprise qui gère le forage de ces extractions de la part d'Israël est un consortium américain. Donc les Américains sont directement concernés et investis dans cette question. Youssef, sur cet important contrat gazier. Ouais, après c'est qu'une officialisation des liens économiques qui existaient déjà, notamment d'un point de vue quasiment exclusivement énergétique entre l'Égypte et Israël, puisque c'est essentiellement ça les relations qu'ils ont, d'un point de vue économique. Il y avait déjà des accords sur le gaz. Il y avait déjà, je crois, il me semble, un gazoduc qui passait déjà par le Sinaï. Avec la Jordanie, non? Et puis avec la Jordanie, et Jordanie, en 2016 déjà. Et puis la Turquie aussi a des accords, notamment sur l'eau, etc. Donc c'est une officialisation, c'est un contrat grandeur nature. Et puis après, ça permet pour nous en tant que militants, c'est beaucoup plus simple pour nous, quoi, du coup. C'est-à-dire que ça permet de montrer la vraie nature du régime du maréchal Sissi, qui est vraiment aligné sur la ligne sioniste et qui depuis malheureusement Sadat
tous les présidents, bon il n'y en a pas eu beaucoup, hein. il y a eu Moubarak et Morsi et du coup Sisi, tous les présidents à chaque fois s'alignaient sur Israël. Même Morsi, alors Morsi évidemment on va pas dire non plus que c'était comme Moubarak et comme Sisi, mais quand même il a pas été non plus, on peut pas dire que ça a été un grand, c'était pas Nasser quoi. C'est vrai qu'il a mis un terme à la guerre en 2012. Mais c'est surtout à partir du moment où il a parlé d'un rapprochement avec l'Iran que les choses ont commencé à dégringoler pour lui. Oui, il avait fait passer un bateau pour la première fois depuis des années. C'était pas arrivé, un bateau iranien qui avait passé le canal de Suez. C'était inédit. Et donc oui, à ce moment-là, et puis surtout, c'est vrai qu'il a intervenu. Pour lui. Ouais, c'est vrai qu'il a intervenu pour protéger le Hamas à l'époque, parce que il y avait une offensive en 2012 israélienne sur la bande de Gaza. Et on sait aussi, maintenant, notamment après l'offensive de 2014, tous les tunnels en béton blindé, etc., qu'a pu construire le Hamas, c'est clair que voilà, bon, Morsi a laissé passer plein de béton, plein de matériel sophistiqué qui ont permis de construire des bunkers. Il y aura une dernière chose à dire justement pour l'exploitation énergétique d'Israël, c'est qu'ils ont découvert, mais ils se gardent bien de le dire, un champ pétrolifère sous l'eau, tout proche de Gaza. Oui, ça c'est clair. Ah oui. Et évidemment, le droit maritime n'est pas en leur faveur, et normalement, bah évidemment, ces ressources énergétiques appartiennent aux Palestiniens. Ouais. Je pense qu'ils se gardent bien d'en parler officiellement. Ouais, ils vont pas se gêner pour leur voler une énième fois. Non, mais pour le coup, ils risquent des sanctions majeures au niveau des organisations internationales, parce que ceux qui gèrent les sanctions au niveau du droit maritime, alors l'OMC est également impliqué, et donc on pourrait avoir des formes de confrontation et de sanctions qui seraient originales par rapport à d'habitude. Bon, en tout cas, votre avis nous intéresse si vous souhaitez nous en parler, bien sûr. Hein, alors au-delà que effectivement on connaît les rapports de l'Égypte, etc. Mais finalement, Israël se vante finalement de ce contrat. Pourquoi ? Si ça avait été un contrat passé avec un autre pays européen, j'allais dire, voilà, ils en ont peut-être pas fait des tonnes. Mais là, c'est l'Égypte. C'est pour passer quoi comme message? C'est la normalisation. Voilà. La normalisation avec les pays arabes. Ils proposent aux Arabes, en gros, une intégration économique, des partenariats économiques, de développement, etc. Ça, c'est le vieux truc. C'est ce qu'ils proposent aussi aux Palestiniens. Faut pas oublier Netanyahou, quand il est revenu au pouvoir, il a dit, voilà, vous aurez pas d'État palestinien, mais je vous propose, en gros, la bourgeoisie palestinienne, une intégration économique, du travail, de quoi faire nourrir vos enfants, etc. Ouais. Et c'est ce qu'ils proposent aux pays du Golfe aussi. Donc sur ça, c'est pas étonnant, et c'est clair que eux, en tout cas d'un point de vue sioniste, purement sioniste, ils ont tout intérêt à en faire énormément sur ce genre d'accord. Parce que un des objectifs de la politique étrangère israélienne, c'est la normalisation avec les États arabes. Oui. D'ailleurs, oui, on le sait, avec notamment l'Arabie Saoudite. Ils sont en train de normaliser. Ah bah ça y est, la nuptialité entre les deux pays est enfin officielle. Oui, c'est ça. Et puis en plus, il va y avoir une ligne commerciale qui va être ouverte. Les avions, c'est très important ça. Ouais. Le fait qu'il y ait une ligne Riyad-Tel Aviv, bon, ça c'est vraiment très 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 important. Et on se souvient, ça paraît comme ça rien, mais le fait que par exemple Trump, quand il est parti d'Israël, vous vous souvenez quand il est parti en Israël, donc voilà, avec ses grands amis sionistes, il a pris directement un avion direct Riyad. Et ça, c'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, il est directement parti d'Israël vers Riyad, et ça, c'est pas rien. C'était symbolique, en fait. Aucun président américain ne l'avait jamais fait. Et ça voulait dire, en gros, bah ça y est, c'est bon, il y a des relations entre les deux pays, c'est officiel, etc. Bon, donc je vous le dis vraiment, le fait que un des objectifs premiers, c'est la normalisation avec les États arabes de la région. Et moi, je connais quelques militants au Maghreb notamment, et il y a plein de groupes aujourd'hui de militants qui s'organisent là-bas en Tunisie, surtout la Tunisie et le Maroc, parce que l'Algérie c'est pas trop la question, mais surtout en Tunisie après la Révolution, où il y a carrément des mouvements qui se sont créés contre la normalisation avec l'État d'Israël, et ils ont fait de l'activisme pour que ça apparaisse dans la constitution tunisienne. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu un débat sur ça. Ouais. Pour que l'antisionisme apparaisse comme étant un des fondements de la Tunisie. Alors, question absolument qui n'a rien à voir. Est-ce que vous connaissez le pays qu'a choisi l'acteur Gérard Depardieu pour aller s'installer? À l'Algérie. Ah, bah voilà. Oui. Il rejoint Eric Cantona, qui s'est installé à Oran. Eric Cantona, j'ai appris ça. Hein? Il est à Oran. Oui. Eric Cantona, il est à Oran. Il a investi dans une déchetterie. Et il y a beaucoup à faire en Algérie. D'accord. C'est un secteur qui vraiment, tu t'investis dans ça, tu cartonnes. Non, tu investis dans une déchetterie, t'inquiète. T'as toujours du taf. Surtout dans le plastique. Surtout en Algérie. C'est abusé. On a notre ami Sofiane Lardari qui est avec nous, qui nous rejoint. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Christophe, bonsoir Sofiane. Bonsoir. Sofiane, comment ça va? Toi qui es oranais, tu confirmes que Eric Cantona s'est installé chez toi? Oui, je confirme. Il est du sud de la France. Il peut être proche un peu d'Oran, un peu qui est Oran d'une culture espagnole un peu. Nous on est un peu
enraciné avec un peu l'Espagne. On n'est pas plutôt avec la France. C'est une ancienne colonie espagnole. Les gens sont un peu. Ouais. Bon, donc Depardieu s'installe à Alger, lui, hein. Oui, oui. Après avoir, il a déjà investi en Algérie. Ah oui, il a investi dans les vignes, exactement. Des vignes, tout à fait, ouais. Il s'entend bien avec les généraux algériens, Depardieu. Ouais, ça. Il a dit que c'était un pays où il faisait bon vivre, il s'y sentait bien, donc il allait s'y installer. Et surtout, ça faisait suite à une interprétation qui a été mal faite de certains de ses propos sur les Algériens à Marseille. Ah oui, absolument. Il aurait dit que s'il se comportait s'il se comportait comme ça avec la police en Algérie, il y a le respect, etc. Ouais. Bon. Ça a été interprété par un propos raciste anti-algérien. Après quelques jours après, il a dit qu'il allait s'installer à Alger. Alors je sais, Sofiane, que tu as écouté l'imam Bajrafil tout à l'heure sur RMC Les Grandes Gueules. Qu'en as-tu pensé, toi? Moi, tout dépend de l'angle avec lequel on va voir la chose. Maintenant, Bajrafil, il n'est pas venu juste pour commenter l'actualité, il est venu présenter un livre. Oui. Alors, le but de Bajrafil, c'est qu'une grande partie de gens le lisent avant qu'on reste un peu dans Et je pense que dans sa démarche, il voulait toucher surtout le public non musulman, nos compatriotes qui sont pas de confession musulmane, qui sont vraiment... on a pollué leur cerveau avec des clichés bien établis sur l'islam, sur les musulmans, sur les imams. Alors déjà, il vient avec des points négatifs. Dans une émission où on avait Goldnadel et Olivier Truchot qui sont pas islamophiles en vérité, non loin. Mais juste, moi je l'ai trouvé très bon. Ouais. Il a répondu, peut-être il n'a pas utilisé les termes qu'on aurait voulu ou qu'on aurait voulu entendre, mais je pense qu'il est resté courtois. Il a passé des messages qui sont dans le fond très voilà, il a bien mesuré les termes qu'il a utilisés. Quand on entend Gilles William Goldnadel sur l'affaire Ramadan, il lui dit je retire pas un mot de ce que vous venez de dire. Voilà, il est arrivé à son but. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont écouté cette émission, qui sont intéressés de lire son livre, et je pense que c'était le but de son intervention. Après, on peut vouloir du punchline ou du Tariq Ramadan, mais voilà, lui, il est dans une autre démarche pédagogique. Et je pense que on doit mutualiser tous ces efforts, que ce soit des gens comme Tariq ou Ramadan ou bien des gens comme Mohamed Bajrafil ou d'autres intellectuels musulmans, pour faire avancer un peu le schmibli, comme on dit. À tous les trois, en un mot de cette histoire, de cette affaire Tariq Ramadan, il y a une nouvelle audience demain à 14h à Paris pour décider ou non si il le libère. On rappelle il y a pas moins de 3 certificats qui disent que son état de santé ne peut pas notamment correspondre avec sa détention. Et puis donc le rapport commandé par la justice qui est tombé ce lundi, qui déclare que son état de santé est compatible avec sa détention. D'où évidemment encore certaines questions qu'on peut évidemment se poser. On rappelle aussi que dans aucune affaire de viol présumé un homme n'a été en détention, que Tariq Ramadan a été empêché visiblement de voir sa famille depuis le début de sa garde à vue et donc de sa détention, d'où certaines interrogations sur un possible acharnement et peut-être faisant lien avec les différentes déclarations, notamment celle de Samuel Ghali. Est-ce que c'est l'homme que l'on juge ou est-ce que c'est le musulman? D'ailleurs, même on en déplaise à Goldnadel qui s'est un peu a essayé de vouloir piéger Bajrafil là-dessus. Ceci étant, messieurs, est-ce que vous pensez que demain c'est la bonne? Est-ce qu'il va être libéré selon vous? Moi, je pense pas du tout. Ouais. Notamment par rapport à la nouvelle expertise qui a été faite. Qui a duré 15 minutes, non? Ouais, a duré 15 minutes. Bon, ça, voilà, ça c'est, on sait pas. Ça fait partie de la guerre aussi, je pense. Du coup, voilà. En tout cas, l'expertise, elle est là. Enfin, l'expertise, elle va même plus loin. C'est non seulement, elle a dit que c'est complètement compatible avec sa détention, mais ils disent même qu'ils n'ont pas trouvé de traces pour d'éventuelles maladies, notamment pour sa sclérose en plaques. Je sais pas si vous avez vu. Il y a un article du Point qui le dit. Il dit même plus loin, c'est qu'ils n'ont décelé aucune maladie. C'est-à-dire que ça va même plus loin, quoi. Donc, ils pourraient même faire passer Tariq Ramadan et ses proches pour des menteurs en disant qu'ils inventent une maladie. Ça débilise toute sa ligne défensive. Hein, oui, après, en sachant qu'il y a un médecin en prison qui a dit que il était très malade, qu'il était très affaibli. Le médecin de la prison de Fleury-Mérogis. Oui, oui, absolument. Il a parlé de sclérose en plaques, le médecin de Fleury-Mérogis. Non, oui. Il a jamais dit sclérose en plaques. Il a dit que son état de santé
n'était pas compatible avec une détention. Voilà. Et qu'il était très affaibli, qu'il était au bout du bout, qu'il se nourrissait quasiment plus, etc. Donc voilà. Et donc là, c'est pour ça que la justice a dit non, on va prendre un expert indépendant, etc. Et donc c'est peu probable qu'il sorte demain avec une expertise médicale qui dit que voilà, c'est compatible. Déjà qu'avant il n'y avait pas cette expertise-là, ils ont dit qu'il devait aller en prison. Bah alors en plus ils ont une expertise médicale et en plus c'est la seule condition visiblement qu'ils ont donnée pour voir si il allait être libéré. Ouais. Donc à mon avis là non, c'est très peu probable qu'il sorte. Mais par contre, je pense qu'il sortira. À mon avis, il fera pas tant de temps que ça de prison. C'est peu probable. Redouane, est-ce que ton intuition est dans la même ligne que celle de Youssef? Oui, je pense qu'il sortira pas tout de suite. Je pense qu'il y a une volonté délibérée de l'affaiblir. Ouais. De le mettre au tapis. Alors, qui, pourquoi, comment, je ne sais pas. Ce qui m'a le plus choqué lorsque j'ai appris pour ses problèmes de santé, comme beaucoup de Françaises et de Français, je ne savais pas, c'est que les gens qui souffrent de sclérose en plaques de plus de 40 ans peuvent présenter des troubles, des symptômes de dysfonction au niveau des capacités intimes. Ouais. Or, dans un cas d'agression sexuelle, de viol présumé, je suis sidéré de voir que sa capacité physique n'a pas été évaluée pour voir si tout simplement il était en capacité de le faire au vu de sa maladie et de sa souffrance. Et il y a des choses qui sont vraiment étranges dans cette histoire et on le rappellera jamais assez. Je crois c'est il y a une semaine un homme qui a poignardé 3 fois sa femme. Il est sorti sous caution. Il a même pas fait de détention préventive. Alors là, sur la capacité de pression et risque de violence sur un membre de la famille, pourtant là, on est au risque maximal. Grave. Donc bon, après, faut savoir que la détention provisoire, c'est la chose la plus utilisée en France par les juges. C'est souvent dans des cas où il y a une enquête et où, c'est-à-dire que la version de celui qui est accusé est trop loin des faits. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, comme Tariq Ramadan nie tout rapport sexuel, parce qu'il le dit, il a jamais eu aucun rapport sexuel, qu'il les a juste vus dans les halls d'hôtel, etc. Mais que dans le même temps, les victimes donnent tellement de précision, y compris physique, sur lui. Mais au-delà de la cicatrice, hein. C'est parce qu'il faut savoir que dans les affaires de viol, c'est très dur pour les femmes parce qu'elles doivent donner du détail. C'est très dur. Les enquêteurs vont loin, ils poussent la chose vraiment très loin pour vraiment voir s'il y a mensonge, voir si c'est cohérent et surtout voilà, encore une fois, ils demandent des descriptions physiques exactes. Donc voilà, à partir de ça, Tariq Ramadan, lui, il dit que non, il a jamais eu. Et donc, c'est une des choses qui a poussé aussi la mise en détention provisoire, comme je vous le dis, même pour les affaires de stupéfiants, etc. C'est une grosse majorité aujourd'hui de détenus en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur l'histoire des permis par rapport à sa femme, etc., sa famille, son entourage, faut savoir que c'est très difficile d'avoir des permis pour n'importe quel détenu. Moi, je vois les affaires que je vois là en ce moment par rapport aux violences policières et par rapport aux arrestations qu'il y a dans certains quartiers. Bah, ils donnent pas les permis tout de suite. Il faut attendre plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Et donc en fait, là où je suis un peu gêné, je suis obligé de le dire moi pour le coup, c'est que c'est quand même une situation qui arrive à des Noirs et des Arabes en France, pour des Noirs et des Arabes de classe populaire, des quartiers populaires, qui arrivent en fait tout le temps. Faut voir que l'écrasante majorité de ceux qui aujourd'hui sont en prison, ceux qui peuplent les prisons, ce sont des Arabes et des Noirs. Faut le savoir. Il y a le Figaro qui a sorti. Attention, tu te rapproches d'Éric Zemmour. Mais il a raison sur ça. Non, mais il a raison. Après, c'est juste les raisons. Oui, il a raison. On n'est pas d'accord. C'est comment il l'a exprimé, bien sûr. Pourquoi ils sont en prison? Lui, il dit que c'est dans leur gène. Moi, je dis que c'est social et c'est le racisme, etc. Mais en tout cas, et il y a le Figaro qui a sorti. Je vous invite à le voir là. Il y a 3 jours, un article où ils expliquent le nombre d'étrangers. Je vous parle pas de ceux qui sont français. D'étrangers, il y a 15 000 étrangers. Et vous regardez dans le top classement, les Algériens sont de loin devant, suivis des Marocains. Non, pas de loin. Si, ils sont premiers, les Algériens. C'est... Attention, Sofiane, tu vas pas chez Sofiane. Il y a le nationalisme algérien qui ressort là. Attention. Si, c'est les Algériens qui sont premiers, suivis des Tunisiens ou des Marocains, etc. En cas, c'est les Maghrébins, après, il y a les Congolais, etc. Si tu les compares avec des millions de Tunisiens, c'est tout à fait normal. Ouais, mais attends, il y a plus d'Algériens en France que de Tunisiens ou de Marocains. Non, bien sûr. Voilà. Non, mais tout est proportionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas normal qu'ils soient surreprésentés dans les prisons. Pub, les gars, on est de retour dans un... Sofiane, tu restes avec nous parce que j'ai besoin de toi, on va parler de la Syrie. Oh là là, ah oui, on a besoin de toi, faut que ça chauffe un peu. Monsieur Syrie. Ah, bah justement, reste là, alors reste avec nous, ne bouge pas, mon cher Sofiane, à tout de suite. Sur France Maghreb 2, mais avant cela, il y aura l'avis tranché évidemment de notre ami Youssef Brakni, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Redouane Moumine et Youssef Brakni. Dans un instant, on va parler de la Syrie parce que ça chauffe dur en ce moment, mais pour l'heure, voici le deuxième avis tranché de l'après-midi. Il est signé Youssef Brakni.
vite. Et comme d'habitude, Youssef Brakni, on va faire un peu d'histoire. Oui, alors aujourd'hui Christophe, je voudrais faire comme souvent à la radio, faire un petit retour dans l'histoire méconnue des luttes. Alors c'est un épisode de l'histoire nationale palestinienne que je voudrais aborder aujourd'hui. Et souvent le mythe sioniste consiste à dire que les Palestiniens, avant la création d'Israël, n'existaient pas, que le nationalisme palestinien est une création, que les Arabes palestiniens devraient s'installer en Jordanie ou dans d'autres États arabes de la région. Une phrase du mouvement sioniste résume assez bien cette pensée coloniale qui est « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Alors, pour aujourd'hui, je ne prendrai qu'un exemple de la manifestation du nationalisme palestinien bien avant la création d'Israël. C'est la grande révolte arabe de 1936. Il faut d'abord comprendre le contexte politique de la Palestine en 1936. C'était un territoire sous mandat britannique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Les Français et les Anglais, vainqueurs de la Première Guerre, s'étaient partagés les restes de l'Empire ottoman en zones d'influence. Un partage aux conséquences dramatiques dont nous observons les résultats encore aujourd'hui en Syrie ou encore en Irak. Cette grande révolte arabe, qui va durer 3 ans jusqu'en 1939, est la conséquence de la colonisation sioniste auquel se rajoutait la présence britannique. Dans les années 30, il y a une véritable prise de conscience de la colonisation de la Palestine et surtout de son accélération soudaine. Ce mouvement de 1936 va surprendre par son ampleur, sa violence et son niveau d'organisation. Par sa longévité aussi, mais aussi, surtout, par la répression terrible des Britanniques et des milices sionistes d'inspiration fasciste, comme la tristement célèbre Haganah. Toute la société palestinienne va rentrer en résistance. Grève générale, boycott des produits britanniques, désobéissance civile et évidemment lutte armée. Pour la première fois, d'autres Arabes venant des pays voisins viennent se joindre à cette lutte aux revendications anticoloniales. Je pense notamment à la figure de Cheikh Ezdin El-Qassam, qui va devenir une des figures du nationalisme palestinien et dont les brigades du Hamas porteront son nom, les fameuses brigades Al-Qassam. C'est aussi une révolte qui va mobiliser toutes les classes sociales palestiniennes, ouvriers, paysans, mais aussi les intellectuels arabes. La révolte prendra autant dans les villes que dans les campagnes. Il faudra aux Britanniques déployer plusieurs contingents pour parvenir à rétablir son autorité sur la Palestine mandataire. En 3 ans, les Britanniques feront 5000 morts arabes. C'est ainsi que le mouvement national palestinien, affaibli, décapité par cette répression barbare britannique, s'est trouvé démuni dans les années 40 avec la création de l'État d'Israël. Les sionistes ont pu arriver en position de force lors du plan de partage de la Palestine en 1947. Mais pour les nouvelles générations de militants antisionistes que nous sommes, cette révolte arabe de 36 est un modèle et une ressource. Comme le disait le dirigeant du FPLP, Hassan Kanafani, qui a été assassiné par le Mossad, il a dit « Celui qui dit que nous sommes la génération de la révolution se trompe, nous sommes plutôt la génération qui va lui donner vie. » Merci Youssef Brakni pour cette série d'histoires. Peut-être une réaction de Redouane ? Un très bon rappel, pédagogique comme d'habitude, Youssef. J'aurais rajouté une chose, cette révolte arabe, elle a coûté très très cher aux Palestiniens, puisqu'à l'époque, donc, on était dans une zone grise administrative où les Britanniques savaient que sous mandat, ils ne resteraient pas longtemps, et on avait des groupes politiques sionistes, pour le coup, qui voulaient préparer le terrain pour la création d'un foyer juif national. Et parmi eux, on avait des groupes d'extrême droite comme le groupe Stern ou l'Irgun, qui ont mené durant cette grande révolte arabe, qui a été notamment poussée par des intellectuels palestiniens, des assassinats ciblés, une campagne d'assassinats ciblés pour éliminer toute l'intelligentsia intellectuelle palestinien. Et ça va avoir des conséquences tragiques parce qu'au moment de la guerre de 1947, un des arguments principaux qui va être porté contre les Palestiniens, c'est vous n'avez pas d'organisation politique, vous n'avez pas d'intelligentsia, et cette remarque on leur fait encore malheureusement aujourd'hui. Non, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait cette répression a permis, en fait, a été une voie ouverte aux forces sionistes de Ben Gurion et d'autres, et c'était pas le seul, de complètement, prendre toute la Palestine historique.
ça a été du coup plus facile pour eux. Quand on décapite toutes les têtes d'une société, tous les intellectuels, mais pas que, même là, les forces vives, parce qu'il y avait énormément d'organisations palestiniennes. Donc là, comme toujours, évidemment, moi je suis pédagogique là, je suis pas là dans le détail du détail. Bien sûr. Mais en fait, il y avait une dizaine d'organisations palestiniennes, des organisations d'obédience islamique, marxistes, plutôt ouvrières, plutôt paysannes, etc., etc. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est la force de la symbolique de Cheikh Ezden El-Qassam. Parce qu'en fait, on le connaît pas du tout. Et en fait, il est mort les armes à la main. C'est un Syrien qui s'est installé à Jaffa et qui est en train de mener en fait une grande révolte, qui est en train de créer tous les réseaux, qui avait un niveau d'organisation, un charisme, une pensée politique de très haut niveau. Il faut savoir que cet homme, Cheikh Ezden El-Qassam, même les marxistes du FPLP, donc ceux que je viens de citer, Kanafani, c'était une référence pour lui. Quelles que soient les tendances palestiniennes, Ezden El-Qassam dépasse toutes les tendances et toutes les obédiences. Bon, Sofiane, peut-être une petite réaction sur cet avis tranché de Youssef Brakni, Sofiane. On est face à des historiens, alors moi je peux pas je peux pas rectifier certaines choses, mais je pense que les auditeurs ont écouté deux groupes qui n'ont pas été assez médiatisés, on met pas assez de lumière, que sont la Haganah et l'Irgun. Dont un des patrons c'était Shimon Peres à l'époque, et je pense que les gens c'est une première qu'ils entendent ce genre de terme de groupe terroriste en vérité, et qui ont fait le même travail que fait Daesh aujourd'hui, c'est-à-dire une épuration et une libération de certains territoires. La Ghana et l'Irgun, c'est Daesh dans une autre dimension en vérité. Ils ont assassiné beaucoup de militaires anglais. On est dans une continuité de ce qui est en train de se passer. Cet élargissement du territoire. Sofiane, pourquoi voulais-tu interpeller Redouane? Non, juste Redouane, il a dit que le nasserisme était plus antisémite. Je pense que c'est pas antisémite, c'est antisioniste. Le nasserisme n'a jamais haï les juifs en tant que tels, mais a haï le foyer juif qui a été offert par les Britanniques. On est en train de parler d'une révolte arabe de 36 et à l'époque il y avait du complotisme. En 1917, le loi de Balfour, à ma connaissance, qui était déjà le territoire était offert aux Israéliens et pour bâtir un État au détriment des Palestiniens, des autochtones. Oui. Je n'ai pas voulu dire que le nasserisme était antisémite, et si tu l'as compris comme ça, ça veut dire que je me suis mal exprimé. Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'Égypte sous Nasser a souffert d'un antisémitisme qui était banalisé, et que par exemple juste avant la guerre des 6 jours, les 15 jours qui ont précédé la guerre des 6 jours, il faut voir la presse égyptienne, ce qui était représenté. On y avait des juifs avec des gros nez qui étaient pendus en disant c'est ce qui leur arrivera. Donc on était au-delà du conflit contre les Israéliens et de la haine du point névralgique que c'était. Il y avait une haine et une représentation du juif qui était purement antisémite. Mais après, ça n'est pas l'idéologie véhiculée par Nasser. Pas du tout. Le nasserisme, il était anticolonialiste. Après, voilà. Mais j'ai entendu que le nasserisme était antisémite et je voulais rectifier juste cela. Et deuxième chose, c'était sur Morsi, sur le coup d'État. Voilà, c'est suite à son rapprochement avec les chiites iraniens, c'est vraiment réduire la chose, je pense, à mon avis. Après voilà, je laisse les auditeurs aller voir les images de l'humiliation qu'a fait Morsi à l'époque Ahmadinejad lorsqu'il visitait la mosquée d'Al-Azhar. C'est une humiliation totale. Et le fameux discours qu'a tenu Morsi dans le palais des sports avec tous les fanatiques, tous les salafistes, avec les Mohamed Hassan, les Houaini, etc., où il a appelé au djihad en Syrie, il avait nommé les chiites comme des rawafid, c'est-à-dire un terme un peu on dit les rawafid, c'est-à-dire ceux qui ont refusé les 3 compagnons du prophète. Il les a insultés dans cette cérémonie-là. Il n'était pas assez proche de l'Iran à l'époque. Voilà, moi je voulais juste dire que Morsi n'était pas pro-iranien, au contraire. Non. Donc il était plutôt pour la guerre sunnite-chiite dans son plan élargi américain. Alors, ce que j'ai simplement voulu dire, et peut-être aussi que je me suis mal exprimé, mais le temps était court, c'est que il y a eu une jonction à un moment donné. Quand Morsi a été élu, il y a une délégation de frères musulmans qui sont partis aux États-Unis et qui sont partis rencontrer l'administration et le secrétariat d'État pour dire: paniquez pas, l'Égypte est entre de bonnes mains, on déteste pas les Américains, tout va bien se passer. Et sur l'année qui s'est écoulée,
il y a eu à un moment donné un basculement où le gouvernement de Morsi s'est petit à petit rapproché du Qatar et ensuite petit à petit rapproché de l'Iran. Ça a complètement fait tiquer les Américains et donc les Américains ont complètement pris leur distance avec le régime de Morsi et on ne doit pas oublier que dans l'arrivée au pouvoir de Al-Sisi, il y a quand même un soutien tacite américain. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah bah pas si. Du tout. Pendant 2 mois, je te renvoie à l'ambassadrice américaine, je me rappelle pas son nom, elle était complètement opposée. Pendant 2 ou 3 mois, le bras de fer avec l'armée égyptienne et avec le gouvernement de Sisi, il était dans un bras de fer énorme. Au contraire, les Américains, ils ont pleuré les frères musulmans en Égypte. Non, pas du tout. Je suis pas du tout d'accord. Non, alors je suis pas du tout d'accord. Youssef Brakni va peut-être tenter de... Oui, Youssef. Remets de l'ordre, s'il te plaît. Ouais, je vais remettre un peu d'ordre là-dedans, ça suffit. Y'en a marre. Mais on va arrêter tout de suite là, de toute façon. Oui. Alors, moi, de toute façon, je pense qu'il n'y a jamais une seule raison d'un événement historique, surtout sur non, ne te défile pas, Youssef. C'est plusieurs. Non, mais je vais expliquer. Ne te défile pas. Je pense que c'est plusieurs forces qui se sont coalisées. Moi, je pense que Morsi a été lâché à partir du moment où Hillary Clinton est tombée. À partir du moment où Hillary Clinton a démissionné de son secrétariat d'État, d'accord, à partir du moment où il y a eu des scandales des emails, etc., c'est là qu'en fait la protection de Morsi est tombée, parce que Morsi était très ami, mais vraiment très ami, pote à la compote avec Hillary Clinton. Et mais avec par l'intermédiaire de Omar Abadine, qui était dans le secrétariat d'État avec Hillary Clinton. Oui, il faut savoir que Morsi a fait ses études aux États-Unis d'Amérique. Il était dans la NSA aussi. Il parlait super bien l'anglais, il connaissait très bien la culture américaine, etc. Donc du coup, il était très ami avec ce groupe-là, qui était proche plutôt d'Hillary Clinton et qui était plutôt ceux qui étaient pro-chaos, etc. En plus dans le monde arabe. Non, à partir de ce moment-là, il y a la plus grande avenue de Téhéran porte le nom de l'assassin de Sadat, qui était un frère musulman. Voilà, juste pour dire que l'Iran, elle croit à al-Sahwa al-Islamiyya, c'est-à-dire à la fraternité musulmane, sauf que les frères musulmans, avec leur attitude, on voit bien maintenant, quand ça les arrange, ils se rapprochent de l'Iran, mais quand ils essaient de la battre, ils sont les premiers à le faire. Bien sûr. Je rappelle simplement que l'Iran fait passer toutes les nuits une flottille d'armes légères ou lourdes en direction du Hamas. À l'époque de Omar Soleiman qui a été assassiné. Omar Soleiman, c'est patron des services secrets égyptiens qui a été assassiné aux États-Unis suite à une maladie. Bref, messieurs, on va maintenant parler non plus de Morsi parce que j'ai envie de dire c'est du passé. Hein, même si c'est quand même un élément important. Après, il est toujours en prison, par contre. Oui, bien sûr. Vivant. Il existe toujours. Mais sur le fait qu'il a été président et qu'il a été, on est tous d'accord que c'est un coup d'État. Ouais, c'est un coup d'État, financé par l'Arabie Saoudite, voilà, aidé par fomenté au sein de l'armée égyptienne, etc. Voilà, qui avait ses propres intérêts économiques, agricoles. Et aidé par les États-Unis? Bah en fait c'est plus compliqué parce qu'en fait qui ne dit mot consent. Voilà, les États-Unis disaient rien. Non mais réponds à la question, Youssef. Non, c'est-à-dire que oui ou non? En fait, c'est plus compliqué parce qu'en fait, les Américains auraient très bien pu faire avec Morsi en fait. Il y avait pas de problème parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Morsi c'était pas un révolutionnaire. Morsi n'a pas rompu les relations diplomatiques avec Israël. C'était un libéral. D'Israël était encore ok. Jamais il l'a remis en question. Voilà, jamais il l'a remis en question. Donc en fait, moi je considère que c'est vraiment une affaire interne arabe pour le coup là, tu vois. C'est-à-dire que ça a été vraiment une guerre. Voilà, l'Arabie Saoudite, le camp contre-révolutionnaire entre guillemets, d'accord, qui a repris en fait la main, qui a financé les militaires égyptiens, qui ont repris la main, qui ont organisé des manifestations, qui coupaient l'électricité, qui coupaient l'eau, qui rendaient la vie qui rendait la vie des Égyptiens très difficile au quotidien, parce qu'ils organisaient, faut le savoir, des coupures d'électricité, etc., pour pousser les gens à sortir dans la rue contre Morsi. Pour dire que les Américains, que ça soit Moubarak, que ça soit Morsi, que ça soit Sisi, c'est dans la continuité. Voilà, ils sont contents parce qu'ils remettent pas en question. Dans la même continuité. Voilà, c'est pas Nasser. On a presque mis tout le monde d'accord, ou presque. Alors, messieurs, il faut qu'on parle de la série parce que l'horreur ne connaît aucun répit dans la Ghouta orientale, a priori. Ah, attendez, Sofiane, commencez pas. Non, il faut qu'on parle de la Ghouta, Sofiane. Hein. La région située à l'est de Damas, en Syrie, depuis 4 jours, les raids meurtriers qui sont attribués, et j'insiste là-dessus, qui sont attribués à donc l'armée syrienne de Bachar el-Assad, ils ont déjà fait plus de 270 morts selon les chiffres qui circulent, parmi eux des civils et de très nombreux enfants. Donc Damas qui semble, en tout cas bien cette fois, décider à en chasser les derniers rebelles qui s'y trouvent. Les protestations de la communauté internationale n'y changent rien. Et la Russie qui a eu cette petite déclaration ce matin qui eh bien dit nous on n'y est pour rien, on n'est pas dans ce bombardement massif attribué à Bachar el-Assad, à l'armée de Bachar el-Assad. Messieurs, sur ce qui se passe là-bas, Jean-Yves Le Drian, sa sortie sur le ministre des Affaires étrangères français. Est-ce que là, on est en train de nous préparer à une espèce de nouvelle
armes chimiques, attaques chimiques? Est-ce que on est en train de se concentrer dans cette région en particulier pour peut-être, j'ai envie de dire, tenter un certain président français d'intervenir militairement? Ou j'y suis pas du tout là? Dites-moi, remettez-moi un petit peu dans le bon ordre. Si j'étais Youssef, je dirais que... Oh bah alors ça c'est la meilleure celle-là. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Non, personnellement, ça m'aurait pas plu ça, Youssef. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais je veux dire, faut toujours être plus compliqué de toute façon dans ces... Non, mais il a raison, il a totalement raison. C'est pas possible d'avoir un avis tranché pour. Et si t'étais Sofiane? Pardon? Si j'étais Sofiane, vive Bachar. Je rigole. Non, Sofiane c'est la famille. Non mais moi ce que j'ai à dire sur la Ghouta, déjà il y a un truc qu'il faut dire quand même. Moi c'est que effectivement quand on regarde les images c'est pas possible. Il y a 270 civils, il y a des enfants qui meurent pour l'immense majorité. C'est des bombardements qui sont quand même dans une zone très dense. Faut savoir que c'est très très densément 400 000 habitants. Voilà, hein. 400 000 habitants à peu près, ou 390 000, ça dépend des chiffres, en fonction de l'Union soviétique ou pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est vraiment très compliqué. Du coup, forcément, l'armée, elle fait une offensive là-dedans, mais on va largement dépasser les 200 morts. Ça ressemble à la bataille d'Alep. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui m'étonne, c'est les médias en fait. Moi, je vais d'abord parler de ça, du traitement médiatique et de comment on aborde ces sujets-là quand c'est l'armée syrienne qui mène une offensive. Il faut savoir que Raqqa est détruite à quasiment 90%. Et ces bombardements, ils ont été massifs, ils ont été aériens. Ça a été fait par les plus grandes puissances militaires de cette planète. C'est-à-dire que tout ce que le monde compte de puissances militaires, ils ont été bombardés à Raqqa. C'est bien pire que Alep, bien pire que la Ghouta. Et c'était aussi densément peuplé, des enfants mouraient, etc. Mais j'ai eu énormément de mal à trouver des images de civils morts. C'était extrêmement difficile, à moins d'aller sur Twitter et de tomber sur des comptes un peu bizarres, hein. Faut pas dire voilà. Les c'est seules pas vidéos possible de les voir ces morts-là. Or là, tu regardes BFM TV, j'étais tout à l'heure dans un café pour faire mon avis tranché. BFM TV. C'est bien, on sait où tu prépares tes avis tranchés. Ouais, bah forcément, il y a un peu de contenu. Et BFM TV tournait en boucle. Bah, c'était impressionnant de voir. Mais moi, ça me faisait quelque chose. Pourtant, je suis un militant, etc. Mais la propagande a marché sur moi. Je me dis, mais Raqqa, pourquoi je voyais pas les mêmes images, etc. Et surtout, faut savoir que là, on a affaire à des rebelles. C'est là, la Ghouta, c'est une des régions une des enclaves les mieux défendues de toute la rébellion. Ils sont extrêmement bien organisés, extrêmement bien défendus, et surtout, il y a des roquettes qui tombent tous les jours sur Damas. Ouais, pas plus tard que ce matin encore. Hein. Et qui sont tirés de la Ghouta, et avant l'offensive. En fait, c'est une guerre, voilà. Et dans les deux cas, il y a des civils qui meurent. Et ça, je tiens vraiment à le dire que c'est une guerre civile pour moi. C'est-à-dire que voilà, et j'espère qu'il y aura un accord, un peu comme ce qui a été fait dans d'autres régions où les combattants pourront sortir et laisser les civils. Sofiane. Ouais, je vais me faire gronder, moi, je suis en retard là. Juste pour dire, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de Youssef de dire. Juste pour dire qu'il y a 10 000 combattants à Ghouta qui prennent vraiment en otage 350 à 400 000 habitants. Et deuxièmement, il a parlé des missiles, et surtout, c'est la Ghouta, c'était Zohran Allouch qui était un pro-saoudien qui était à la tête de cette rébellion, et qui était vraiment connu par de mettre des alaouites ou bien des chiites dans des cages et de les laisser en haut des immeubles, et en même temps ils jetaient les gens par-dessus, etc. Les crimes sont des deux côtés. Et juste pour reprendre Youssef aussi, pour dire que Al-Mossoul, qui a été libéré par la coalition, elle a coûté 10 000 morts, et on n'a pas vu une image circuler sur BFM ou dans les médias continus. On est dans une guerre médiatique, on essaie un peu de faire pression sur l'État syrien de ne pas libérer un territoire qui est occupé par des terroristes et qui prennent des otages, c'est-à-dire des civils. Aujourd'hui, la décision elle est prise par l'État syrien. J'espère de tout cœur qu'ils continueront et qu'ils libéreront cette région de ces criminels et de ces crapules. Et s'ils veulent faire des bus verts pour les emmener à Idlib, qu'ils les emmènent. Et les pays qui pleurent leur sort, qu'ils n'ont qu'à les accueillir. Alors on ne veut pas le retour des djihadistes, mais on pleure quand c'est Bachar al-Assad qui nettoie. Sofiane, j'ai juste une question. Objectivement, est-ce que c'est une boucherie en ce moment dans la Ghouta? Comment? Est-ce que c'est une boucherie en ce moment dans la Ghouta? La boucherie, tout dépend de comment on explique. S'il y a des civils, on va pleurer la mort des civils. Non. Mais pour moi, il faut libérer cette ville. Je parle juste des bombardements. Maintenant, moi, je n'habite pas là-bas. Moi, quand je vois les médias russes et les médias iraniens, ils disent qu'il y a une libération, il y a des terroristes qui sont en train d'être abattus. Et quand je vois la propagande médiatique ici à BFM, il n'y a que des civils et des enfants. Comme s'il n'y avait pas. Alors, on n'est pas objectif en disant, en se positionnant de tel ou tel. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'un territoire qui est sous occupation de terroristes, qui n'a cesse d'envoyer des missiles sur des civils à Damas, est-ce que ça doit être resté entre ses mains de ces terroristes? Moi, je dis non.
pour la libérer. Il y a 2 enclaves, il y a Idlib et il y a la Ghouta. Ils ont décidé de libérer la Ghouta, ils n'ont qu'à la libérer. Maintenant, les gens qui les financent, qui les arment, ils n'ont qu'à faire de pression sur ces terroristes et qui les emmènent, ils les accueillent chez eux. Et comme ça, le sort de 350 000 morts sera épargné. Bon, alors un petit mot sur la Turquie, messieurs aussi, c'est important. J'ai pas pu donner mon avis. Je rappelle parce qu'il y a des parties. Ah, vas-y, Sopiano, on te laisse tranquille. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais vas-y, je t'en prie, Redouane. Censure. Non, mais j'ai envie de faire mon salaud pro-rebelle aujourd'hui, et je trouve que il y a légitimité à vraiment remettre en question, évidemment, alors notamment les agissements médiatiques. Alors je tiens quand même à saluer France 2 hier, qui a parlé des roquettes qui tombent sur Damas de la part des rebelles, ce qui n'arrive pas souvent. Et effectivement, on a beaucoup d'images de ce qui se passe dans la Ghouta, des images ou des informations relayées par le Croissant syrien, les Nations Unies. Là, on a eu des informations sur le fait que des civils à Damas sont bombardés par les rebelles, donc c'était une bonne chose. Mais simplement... Le reportage de France 2, c'était celui-là. Une série de missiles vient de s'abattre sur les derniers quartiers rebelles de Damas. Face aux secouristes qui accourent... Est-ce qu'il est blessé? Un homme s'enfuit avec un nourrisson dans les bras. Le sauveteur filme avec une caméra fixée sur son casque. Les cris le conduisent jusqu'à cette maison. À l'intérieur... On va vous faire sortir! Plusieurs enfants terrorisés attendent d'être évacués. Un peu plus loin, d'autres ambulanciers échappent de peu à une nouvelle frappe. Chacune de leurs interventions se fait sous les bombes. Depuis 15 jours, l'armée syrienne et ses alliés pilonnent sans répit les faubourgs est de Damas. Cette zone échappe depuis 6 ans au contrôle de Bachar el-Assad. C'est le dernier fief rebelle dans la capitale syrienne. 400 000 personnes, dont 200 000 enfants, y résideraient toujours. À l'hôpital, les cadavres s'accumulent. J'ai perdu 5 de mes enfants. Comme souvent, les enfants sont les premières victimes de la guerre. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été tués ou blessés au cours des dernières heures. En riposte, les rebelles ont visé les quartiers loyalistes de Damas à coups de mortier. 2 morts dans cette rue, une vingtaine au cours des derniers jours. L'ONU réclame l'arrêt des combats, mais le pouvoir syrien a amassé des troupes à proximité en vue d'une offensive au sol dans les heures ou les jours qui viennent. Voilà ce reportage auquel tu faisais allusion, qui a été diffusé hier soir dans le journal de France 2. Ouais, et ça faisait du bien pour une fois d'avoir l'autre côté de la pièce, le revers de la pièce. Ouais. Par contre, alors personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu d'attaque chimique, malgré les 11 cas de suffocation, qu'il n'y aura pas d'attaque chimique, mais j'ai vraiment aucun problème à dire que ce qui se passe dans la Ghouta, c'est une boucherie. Pas question de prendre position en disant Bachar c'est mal, etc. Bachar, son objectif, enfin le régime syrien, son objectif c'est libérer ce territoire. Là, il va y avoir une offensive qui va se mettre en place, d'où ces bombardements préparatoires qui durent depuis 3 semaines. Mais c'est une boucherie. C'est du bombardement à l'aveugle, je le répète, les bombes tombent dans les écoles en plein jour, Kafr Batna, Hamouria, toutes les vidéos circulent sur YouTube, on sait exactement quels sont les endroits, on peut les géolocaliser sur Google, il n'y a aucune manipulation de vidéos, et ce sont des bombardements par barils explosifs. Donc c'est d'une rare violence, on retrouve des corps calcinés. Sur la Turquie, un mot sur la Turquie qui accuse limite l'armée syrienne de Bachar de soutenir en fait les Kurdes là. Oh mais c'est un conflit ultra compliqué. Ouais. Et maintenant que les mais rapidement les gars parce qu'on est super en retard. Maintenant que les combattants kurdes, les combattants, tu vois lapsus, les combattants syriens parce qu'il va sûrement avoir des Kurdes côté loyalistes aussi, sont rentrés à Afrin. Bah là c'est la Turquie n'a plus le choix. Soit c'est une guerre ouverte avec la Syrie, ce qui est peu probable, j'y crois pas du tout. Mais à part des petites escarmouches par-ci par-là, des petits bombardements. Soit c'est ce qui va se passer. Je pense qu'Erdogan aurait tout intérêt à accepter ça. C'est-à-dire qu'en fait l'armée syrienne revient dans les enclaves kurdes, dans les territoires kurdes et finit de l'État national kurde, mais d'une autonomie avancée, culturelle, localisée, municipalisée, etc. des Kurdes. Je pense que c'est la seule solution. Dans un instant, Libertad et juste auparavant, les coups de cœur de Youssef Brakni et de Redouane Moumine sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Avant Libertad, messieurs dames, sur France Maghreb 2, eh bien, c'est l'heure des coups de cœur de nos chroniqueurs. Monsieur Youssef Brakni et Redouane Moumine. On va commencer par Youssef avec son coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Youssef.
Oui, alors... Youssef, pardon de te réveiller. Non, parce que je regardais, tu sais, je suis en mode logisticien, on doit tout faire ici à la radio. Ah bah oui, attends. Donc une fois que ça s'est dit... Il y a même le public qui est là, voilà. Grave, on est toute une équipe, vraiment d'Ultra Solidaire, c'est la famille, venez, c'est super. Ouais. Et donc, oui, bah mon coup de cœur, c'est donc la marche du 17 mars. La marche du 17 mars, c'est une marche qui est à l'initiative des familles de victimes des crimes policiers, des blessés aussi. Notamment une organisation qui s'appelle l'Assemblée des blessés. Vous savez, tous ceux qui ont perdu un œil ou un membre, soit à cause d'un coup de flashball, soit à cause de maltraitance, etc., ou de violences policières, d'une arrestation humiliante, dégradante. Aussi à l'initiative des collectifs de migrants, des collectifs de sans-papiers. Et donc, c'est une grande marche qui s'appelle la Marche des Solidarités, avec comme mot d'ordre le racisme d'État tue. Et on a voulu mettre en évidence cette question du racisme d'État. On voit aujourd'hui à quel point il est difficile, du coup, ne serait-ce que de pouvoir le dire. On a vu notamment la polémique autour de Rokhaya Diallo, comment elle a été du coup exclue, Manu Militari du CNN, parce que elle dit que voilà, il y a du racisme d'État en France dans le traitement qui est fait notamment aux descendants d'immigrés, mais aussi aux Roms, etc. Et donc, je pense que c'était important de mettre ça en avant. Et donc, ça sera le 17 mars de Opéra à Stalingrad. À la fin de la marche à Stalingrad, il y aura un sorte de village où il y aura plusieurs tonnelles, plusieurs stands. Il y aura du coup un village, enfin une partie violence policière, une partie migrants, une partie sans-papiers, une partie foyer aussi. On oublie trop souvent les foyers. Il y a aussi des collectifs de foyers qui seront là et qui sont initiateurs de la marche. Et donc voilà, c'est important. Cette marche, je pense qu'elle va être très 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 importante. Il y aura du monde et surtout dans le contexte d'impunité générale des forces de l'ordre et du projet de loi inhumain que nous prépare le ministre de l'Intérieur, Collomb, qui porte bien son nom, aujourd'hui, qu'il a présenté aujourd'hui d'ailleurs en conférence de presse. Oui. Et donc voilà, il va se passer des choses terribles là. Il va augmenter, il y aura plus de rétention, le nombre de jours, même de mois là, ça va se compter en mois qu'on pourra retenir un migrant sera plus important, etc. Enfin bref, il y a plein de choses terribles qui se préparent et donc il faut riposter et donc on reprend la rue. Très bien. Voilà, ça c'était le coup de cœur de Youssef Brakni pour cette marche dont on reparlera. Ça se passe le 17 mars. On pourra en faire une émission effectivement avec des participants, des organisateurs, etc. De cette marche, on a quelques jours avant pour le faire. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous signaler qu'on fera une émission spéciale Syrie. On a pris comme référence la date, j'ai envie de dire, du 15 mars pour revenir sur 7 ans de conflit en Syrie. Et on est loin de la paix. C'est qu'on peut le constater malheureusement tous les jours. Est-ce que notre ami Redouane Moumine a choisi son coup de cœur? Oui, j'ai envie de vous parler des vaches. Pardon? Des vaches. Attendez, je te refais l'introduction. Est-ce que notre ami Redouane Moumine a choisi son coup de cœur? Oui, j'aimerais vous parler des vaches et de l'investissement. Des vaches et de l'investissement. Tu mets le générique? Oui, on va mettre un jingle alors. Peut-être, oui, absolument. France Maghreb 2. Le coup de cœur. J'ai très peur. Allez, on t'écoute, Redouane. Alors en fait, on a souvent un problème dans la communauté musulmane, c'est que on a un peu d'argent de côté et on aimerait bien investir quelque part. Mais on se pose la question, si j'investis là, est-ce que ce sera halal? Et moi, j'ai envie de vous dire, il y a une bonne solution, un bon type d'investissement qui est celui d'investir dans les vaches. Alors de quoi j'aimerais vous parler? J'aimerais vous parler de l'AFIC. L'AFIC, donc, c'est l'association de financement pour les cheptels bovins en France. Comment ça marche? Vous décidez d'investir un peu d'argent donc dans le milieu bovin et laitier. Vous allez décider d'acquérir des vaches via cet organisme. Ces vaches vont être louées à un agriculteur laitier qui va bénéficier donc des produits bruts issus des vaches, mais lui n'aura pas de charge particulière et donc vivra d'un salaire. Et vous, de votre côté, qu'allez-vous gagner? Ces vaches, elles vont avoir des petits, des veaux et des génisses. Ce sera votre revenu et chaque année vous pourrez décider si vous voulez revendre les veaux, les génisses, les garder, agrandir votre cheptel. Et ce système donc qui existe depuis 20 ans en France fonctionne tout particulièrement. C'est un investissement long terme, c'est un investissement qui crée une relation de confiance entre des agriculteurs qui ont besoin d'aide et qui finalement sont déchargés de stress et de la pression lorsqu'ils sont directement entrepreneurs. Et en même temps, c'est le moyen donc d'investir dans un projet écologique, durable et utile.
Merci Redouane, Moumine et Youssef Brakni, messieurs dames, c'est parti pour Libertad 01 40 33 9000. J'en profite juste pour saluer bien certains chroniqueurs du LGF qui sont là aujourd'hui. Ah ouais, voilà. La famille elle est réunie. La famille elle est réunie ou presque, Ouais, pas dans sa totalité. Il y a du thé à la menthe. Voilà, il y a du thé à la menthe, il y a des pains au chocolat, on est pour bien Hanan, là. mais il y en a. Ouais, mais Hanan elle est arrivée trop tard. Voilà. Hein, c'est ça. De toute façon les femmes sont toujours les dernières. Hein. Oh là 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 là, le sexisme. Elles se font toujours attendre les femmes, c'est bien connu. Non c'est vrai, mais pour le coup aujourd'hui t'es la dernière. Bon, François Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis en antenne. Oui, vous êtes oui, bah, c'est le principe de Libertad en fait. Bonsoir docteur. Oui. Voilà, donc, mais bonsoir à vos autres. Bonsoir. À monsieur Radouin et son collègue, à vous-même. Voilà, donc en 2 minutes, je peux pas résumer le malheur qui tombe sur la Syrie. Voilà. Oui. Donc, je réponds vite en 2 minutes. Donc, pour la question de la boucherie qui a été posée par un des deux. Redouane. Radouane, une grande boucherie, je vous félicite. L'autre fois, j'étais pas content, mais vous en foutez. L'histoire d'armement qui arrivait aux Kurdes, que monsieur Daoud a confirmé ce que j'avais dit, c'est pas grave. Donc, on reviendra une autre fois. C'est une boucherie. Maintenant, la faute aux Syriens, je répète, à toutes les catégories confessionnelles et ethniques, parce que moi je suis jaloux et je félicite les Marocains et les Algériens, leur patriotisme. Jamais un Algérien, jamais un Marocain demande à une puissance étrangère, musulman, arabe ou berbère ou quel que soit, d'attaquer son pays. Docteur. Ça c'est vrai, la boucherie. Donc il faut libérer les ondes des rebelles terroristes à côté de Damas. Je reviendrai. Et pour la Turquie, non, docteur. Rapidement, parce que c'est Libertad, hein, c'est un peu le principe de c'est passer un maximum d'auditeurs. Et pour le nord syrien, là, il y a une fraternité tardive entre les Kurdes et les Arabes via l'armée syrienne. Et j'arrête là. Merci docteur d'arrêter là, pour ce soir en tout cas. Et dites donc, je pense à un truc qu'on n'a même pas parlé de la question du jour. Vous savez quoi? C'est chaud, mais en plus tu sais qu'elle était géniale cette question, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. C'est quoi? C'est sur le Open Your Mouth Day. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule en fait. C'est vrai? Sérieux? Ah ouais, non mais non, elle est géniale la question, tu vois, c'est la manière dont tu l'as dit, c'était vrai. Non mais c'était quoi la question? C'était sur le Open Your Mouth Day. Alors c'est sur le fait que en Angleterre, les mosquées, enfin les musulmans anglais ont décidé d'ouvrir leurs mosquées et c'est ainsi plus de 200 mosquées qui ont été ouvertes et ainsi plusieurs personnalités politiques qui sont venues, notamment Theresa May, qui sont venues d'ailleurs à la rencontre des musulmans Sadiq Khan, le maire de Londres. Et exactement, Sadiq Khan. Et pour l'instant, on se posait la question, est-ce que cela est possible en France? Voilà, la question elle est posée. Alors rapidement, sur Twitter et sur Facebook, autant vous dire que tout de suite que la majorité pense que non, c'est pas possible en France. C'est possible ou pas selon vous? Bah par exemple dans ma ville, Bagnolet, hein, je prends un exemple. Ouais. Pendant les journées du patrimoine, la mosquée est ouverte. Oui, non mais là on parle pas d'une mosquée, là on parle de tout un pays, de tous les musulmans anglais qui ont décidé d'ouvrir leur mosquée et de faire passer, j'allais dire, un message et de mieux faire connaître l'islam. 200 mosquées qui ouvrent en même temps leurs portes, des personnalités politiques qui viennent les rencontrer. Voilà, est-ce que ça c'est possible en France, une telle coordination, une telle non, parce qu'il y a pas la coordination, mais après si l'objectif c'est de faire aimer, enfin c'est d'enlever les a priori sur l'islam, c'est pas ça qui le fera. Bon, je suis pas d'accord avec politique. Ah, pourquoi t'es pas d'accord? Pour moi c'est politique. Ah non, je suis pas du tout d'accord là. C'est Martin Luther King et même Malcolm X qui parlait de ça, en disant que la plus grande forme des violences c'est pas la haine, c'est l'ignorance. Ouais. Et là on est face à une partie de la population qui ne comprend pas le fait religieux et par rapport à ça. Mais arrêtez de faire des bêtises autour de moi. Franchement, faut faire une émission sur ça. Ouais. Non mais grave, faudrait faire une émission complète. Parce que là, je suis pas du tout, mais pas ce qui est à l'origine. Moi, je suis militant justement contre ça. Parce que pour moi, non, mais attendez, c'est pas une affaire d'ignorance. C'est pas du tout. J'ai juste un élément à dire. Le groupe qui est à l'origine de ce Open Your Mouth Day en Grande-Bretagne, donc c'est le MCB, c'est le Muslim Council of Britain. Ouais. Ils ont décidé de lancer ce projet de porte ouverte à la suite d'un sondage qui est tombé en Angleterre qui disait que 90% des Anglais ne savaient pas à quoi ressemblait l'intérieur d'une mosquée. Ah merde, c'est embêtant. Non mais les gars, si vous voulez ne pas être d'accord, c'est pas à 18h02 qu'il faut le faire les gars, c'est plutôt. Mais du coup, franchement, faire une émission sur qu'est-ce que le racisme. On en prend un dernier quand même parce qu'on n'a pas beaucoup accueilli nos auditeurs. Deux émissions. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Ouais, Samir Champigny. Salut Samir, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi j'ai un petit coup de gueule encore, vite fait hein. Vas-y. Ouais, Tariq Ramadan, défends-toi quoi, si tu m'écoutes. Défends-toi mon frère. Arrête de faire la victime, réveille-toi.
Tariq ? Voilà, Tariq Ramadan. Défends-toi. Ouais, défends-toi. D'accord. Arrête de faire ta victime. Bon. Il paye un avocat pour ça. Oui. Il le paye cher. Oui, très cher. Il a pas l'air en très bonne santé, le pauvre. Apparemment, d'ailleurs, d'après un portrait que j'ai vu de son avocat, ça a pas l'air d'être quelqu'un qui aime justement défendre des affaires quand c'est gratos, tu vois. Et ça rapporte, oui. Alors, Maître Yassine Bouzrou, je tiens à le dire, c'est l'avocat de la famille Traoré, il le fait à titre bénévole. Ah, donc l'article aurait... Ah, bah c'est bien. Bravo Youssef. Parce que justement, dans l'article, on dit que Bouzrou n'accepte aucun... C'est dans le livre Lettre à Adama, d'Assa Traoré. Aucune affaire où ça lui rapporte rien. Voilà. Non, truc commis d'office, quoi. Bon, eh bien, merci beaucoup, messieurs. Ce fut une belle et grande émission, encore une fois, aujourd'hui. Est-ce que tu acceptes l'idée qu'on fasse une émission sur le racisme comme demande Youssef? On pourra faire une émission sur tout ce que vous voulez, mais je pense que le 15 mars, ça promet d'être sympa entre Sofiane Nagdali, entre toi et Youssef et Tarek Mami. Oh bah ça va chauffer. Alors là, ça va être chaud. Ouais. Je peux te dire que je crois que je vais avoir préparer des grandes box. Il va falloir des matraques électriques pour nous tenir. Je vais avoir un mal de crâne pendant au moins 4 jours derrière, ça c'est clair. En tout cas, on se retrouve demain et demain ça sera beaucoup plus doux, je pense, puisqu'il y aura Fatima Wassak qui fera sa première et Nadia Lazouni, donc 2 femmes, ça sera forcément plus doux. Et le tout encadré par Enver de Santos entre 16h et 18h, une belle émission qui se prépare à l'horizon. Et je rappelle que vendredi nous recevrons l'imam Mohamed Bajrafil à l'occasion de la sortie de son livre Réveillons-nous aux éditions Plein Jour. Bonne soirée à tous sur France Maghreb 2. On se réveille tous les jours, nous on est là, restez connectés aux réseaux sociaux France Maghreb 2 et Facebook Christophe Le Grand Forum, Twitter LGF officiel. Je salue toute l'équipe du LGF, merci d'être venus à tous les gars, enfin en partie en tout cas. Et voilà, pour tout vous dire, on va faire une petite séance photo là. Donc c'est-à-dire tout le monde a l'air bien habillé, c'est bien, propre sur vous, nickel. Allez, tout de suite Marine Garel, elle est bien habillée pour le flash. Merci Youssef, merci Redouane et à demain. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Le projet de loi contesté Asile et Immigration a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, assure que son texte est équilibré entre humanité et fermeté. 2 soldats français de l'opération Barkhane ont été tués au Mali dans l'explosion d'une mine artisanale. Un 3e a été blessé. Le nombre de morts sur les routes en métropole a légèrement baissé en janvier avec 235 tués. C'est 20 de moins qu'en janvier 2017 selon la sécurité routière. Dans les faits, après 3 ans consécutifs de hausse, la courbe s'est inversée fin d'année dernière avec une baisse de 1,2% sur la totalité de l'année, soit 45 morts de moins qu'en 2016. À 3 jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, les agriculteurs sont mobilisés aujourd'hui partout en France. Ils organisaient des opérations escargots et des barrages filtrants en Bourgogne et en Auvergne, notamment pour dénoncer les risques de l'importation de viande bovine, négociée entre l'Europe et les pays de l'Amérique du Sud. Météo France annonce un froid glacial dans les prochains jours. Le thermomètre va dégringoler à partir de demain, annonce Météo France. Laurent Wauquiez dénonce des méthodes de voyous et va porter plainte après la diffusion d'un enregistrement audio de ses propos tenu lors d'un cours dans une école de commerce de Lyon jeudi dernier. Enregistré à son insu, le président du parti Les Républicains assume l'ensemble de son discours mais regrette ses attaques contre Nicolas Sarkozy. Jérôme Cahuzac sera fixé sur son sort le 15 mai prochain après son procès en appel pour fraude fiscale et blanchiment. 3 ans de prison ferme ont été requis contre l'ex-ministre du Budget. Le bilan est terrible en Syrie, dans le fief rebelle de la Ghouta orientale, après des bombardements du régime syrien. Près de 300 personnes ont été tuées en 48 heures. Sport, les Jeux Olympiques. En ski de fond, l'équipe du sprint messieurs a décroché le bronze, offrant la 14e médaille à la France aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Affrontés. François Fillon les a subis. Aujourd'hui, j'en suis la cible. J'assume les propos qui ont été les miens parce que je n'ai pas de double langage. Alors il assume tout sauf la partie sur Nicolas Sarkozy, hein, il regrette. Voilà, d'ailleurs il y a une belle petite révélation dans le Canard enchaîné, Nicolas Sarkozy qui dit qui déclare on m'avait dit que t'étais une grosse merde, mais voilà. Non mais c'est pour ça qu'il recule sur Nicolas Sarkozy, parce qu'il est ultra puissant Sarkozy. Il a toujours ses réseaux au sein des Républicains, c'est un homme de réseau, il lâche pas l'affaire. Il annonce porter plainte, hein, donc contre le journaliste, enfin contre l'émission Quotidien qui a révélé effectivement cet enregistrement.
J'ai hâte de voir ça parce que quand même c'est un endroit, c'était un endroit public finalement. Il y avait rien de se relève de la vie privée, donc je vois pas comment. Bon, en tout cas, il porte plainte et il saisit le CSA. Laurent Wauquiez, c'est polémique. Redouane, tu vois comment cette histoire là? C'est le premier responsable du premier mouvement de droite en France. Et le type est pas capable de parler avec modération devant un parterre d'étudiants. Ouais. On est au 21e siècle. Tout le monde sait qu'il y a des enregistreurs, surtout dans les universités, où les étudiants enregistrent toutes les interventions de personnes extérieures dans des conférences. Bah oui. Enfin, il a tenu des propos. C'était d'une trivialité, en fait, surtout. Ça manquait de contenu. Il a fait un show-off. Il a fait un show-off et il mérite ce qui lui arrive. C'est vraiment malheureux. Ouais. Puis je pense vraiment que c'était voulu quoi. Ça m'étonnerait que ce soit un coup de tordu. C'était pour faire le buzz. Oui. Parce qu'il est plus à sa place. Ah, tu penses que c'était voulu de sa part? Bah ouais, ça me paraît gros quand même. Ouais. Il a envoyé des signaux à sa base quand même, la mine de rien. Bah oui, bien sûr. Et c'est ça son principal problème aujourd'hui, c'est qu'il a été élu dans un parti où on a des écuries et finalement. Aucune écurie ne l'a vraiment soutenu. Est-ce qu'il prépare une alliance avec le FN, d'après vous? Oui. Avec le pour FN? Les prochaines présidences ou prochaines élections? Plutôt les municipales, oui, ils vont être obligés, je pense. Pour les municipales, ils sont obligés parce que il y a plein de villes où ça va être trop serré. Ouais. Il y a plein de villes où ça va être beaucoup trop serré, c'est le même électorat. Et puis voilà, lui, ça fait longtemps qu'il prépare ça, qu'il le dit. De toute façon, il a gagné la région sur les voix du FN en allant clairement. On a vu toutes ces déclarations contre les musulmans et puis sur sa fameuse sourate qu'il connaît en arabe, etc. Ouais. Donc voilà. Moi, je pense qu'il a pas le choix pour les municipales, c'est soit ça, soit ils disparaissent. Je vais peut-être revenir en arrière en disant oui avec le FN, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une grande coalition de la droite réactionnaire. Il y aura les patriotes de Florian Philippot. Oui, ouais. Il y aura notre cher, j'ai oublié son nom, de Bout la France. Nicolas Dupont-Aignan, etc. Ils vont monter une grande coalition de la droite réactionnaire pour fédérer leurs forces. En tout cas, les réactions politiques, réagit à ces explications de Laurent Wauquiez hier soir sur BFM TV. Écoutons le député La France Insoumise, Hugo Pernedicis, il s'amuse de l'intervention du patron de la droite. Écoutez cette réaction. Moi, j'ai pas été convaincu. J'étais déjà pas très convaincu de sa prestation devant les élèves, mais encore moins de son explication. C'était assez fumeux. Il nous explique que la langue de bois c'est terminé et qu'il veut parler vrai. Le dernier qui a eu cette stratégie s'appelle Jean-François Copé. On a vu comment il a terminé au sein des Républicains. En attendant, pour nous, Monsieur Wauquiez est un excellent adversaire politique parce qu'au moins on est sûr que la droite restera cantonnée à un niveau extrêmement bas pour les semaines, les mois et les années à venir, je l'espère. Ce qui fait qu'on pourra rester la principale opposition dans ce pays. Et de toute façon, c'est ce que nous sommes. De l'opportunisme pour Hugo Pernedicis, donc ce député La France Insoumise chez nos confrères de BFM TV pour le coup. Bah là c'est le temps des punchlines là je crois. Ouais. C'est le temps des punchlines, des machins. Là c'est Twitter dans la vraie vie là. Donc voilà, après franchement je vois pas ce qu'il y a de si scandaleux en fait, la vérité. C'est ce qu'ils pensent tous, plus ou moins. Voilà, lui il a juste dit comme ça devant des étudiants. En plus il a dit un truc qui m'a interpellé, moi il a dit que dans 4-5 ans ça va péter. Ah oui? Ouais, il a dit ça. Il a dit qu'en fait ça allait exploser, etc. Et je pense que c'est pas faux ça. Et lui d'avoir des infos, je pense. Et c'est clair qu'en fait il pousse et ça va forcément à un moment donné vraiment exploser, mais vraiment très mal quoi. Ouais. Alors pour terminer ce Zap 24, l'imam Mohamed Bajrafil était l'invité des grandes gueules de RMC ce midi. Et la question, peut-on être une bonne musulmane et ne pas porter le voile? C'est la question qu'on lui a posée. Eh oui, de l'animateur, un des deux animateurs de GG. Écoutez. On peut être une bonne musulmane sans porter le voile? Bien sûr. En fait, c'est aussi une des choses malheureusement qui font débat aujourd'hui. Mais ne pas porter le foulard, par exemple, si c'est un péché, il n'est pas plus grave que mentir, que calomnier, qu'insulter, que voler quelque chose à quelqu'un. Donc tout cela renvoie encore une fois à cette idée de bigoterie. Alors la personne qui a envie moi je suis pour que on laisse à la femme le choix de faire ce qu'elle veut de son corps.
un point, un trait. Je suis religieux, mais ni à ma femme, ni à ma fille, j'imposerai quoi que ce soit quant à la manière de se vêtir. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Il faudra qu'on les entende, celles qui ont envie de faire quoi que ce soit de leur corps ou qui n'ont pas envie d'en faire quoi que ce soit, qu'on les laisse, en fait. Et je trouve que il faut faire attention de pas tomber dans le piège de ce contre quoi on prétend lutter. Voilà. Bon, c'en est plutôt bien sorti d'ailleurs, donc cet exercice ce matin. Il reprend Bajrafil qui reprend le discours féministe du MLF là. Le droit à disposer de son corps. Ouais, LGF officiel. Évidemment, et pour terminer tout à l'heure, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. L'avantage c'est que les pubs sont courtes, donc on a plus de temps, c'est formidable. 01 40 33 9000 évidemment pour que vous puissiez nous appeler et participer avec nous, échanger avec nos invités aujourd'hui, nos deux intervenants que sont Redouane Moumine et Youssef Brakni. D'ailleurs demain vous en découvrirez une nouvelle chroniqueuse qui sera avec nous, qui s'appelle Fatima Wassak. Ce sera la bonne. On a hâte. Ce sera là. Ce sera la bonne, je pense demain. Ah oui, oui, mais ça je l'avais pas dit aux auditeurs, mais oui, effectivement, il y a eu une première un peu ratée, on va dire. Mais si vous l'avez dit, on a parlé avec Nadia. Ah oui, exact, pardon. Non, excuse-moi, je suis un peu fiévreux là, tu vois. Voilà. Tu vois, je suis mieux que toi. Non, tu suis mieux que moi, l'émission, c'est quand même extraordinaire. À l'occasion de la vie tranchée de Nadia Lazouni, vous en avez parlé, un avis tranché sur Darmanin. Que je vous invite juste à aller revoir parce qu'il était vraiment bon. Elle a fait du théâtre, notre amie Nadia, ça se voit. Hein. Ah ouais, elle était bien, même avec la gestuelle et tout. Ah oui, c'est ça. Je pense que la semaine prochaine, ah bah non, je dois terminer ma chronique. Dans 15 jours, je ferai un avis tranché sur les avis tranchés. Ah ouais, histoire de faire un petit classement personnel. Parce qu'il y a quand même pas mal. Il y a beaucoup de contenu, donc c'est bien de revenir dessus. C'est vrai. Le Zap 24, c'est les moments qu'il ne fallait, moments forts ou pas d'ailleurs, qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, messieurs dames. Et dans ce Zap 24, donc, on va commencer avec un premier extrait, un petit détour par l'émission de Yves Calvi sur Canal+ que pas beaucoup de monde regarde. Bon. Du coup, nous on fait monter l'audimat. Voilà, c'est ça. Un docteur n'hésite pas à comparer le sucre et la cocaïne. Écoutez plutôt. Facile à dire, vous êtes gentil de nous dire ça comme ça. Mais une fois qu'on aime ça, je pense qu'il y a une vraie dépendance. Vous avez raison, parce que on dit on aime ça, c'est sucré. Et regardez, j'ai bien mangé sucré, il m'arrive rien. Et puis c'est plus gai. Donc c'est difficile. Et puis le sucre provoque une addiction. Ça marche dans le cerveau sur les mêmes récepteurs que la cocaïne. Donc quelque part, vous êtes accro, vous avez besoin de votre dose de sucre. Et ça va monter. Ça va donner des problèmes. Sauf que le dealer est en bas de chez moi dans la première supérette. Et c'est pas cher. Donc c'est tellement pas cher. D'ailleurs, on voit que les populations défavorisées sont celles qui sont les plus exposées. Parce que c'est des produits pas chers du tout. Acheter des produits frais, ça coûte plus cher. Et les préparer, ça prend du temps. J'espère, messieurs, que vous n'êtes pas adeptes du sucre parce que a priori c'est dangereux. Bah en fait oui, c'est même plus que la dépendance est plus forte qu'à la cocaïne en fait. Ouais. Pour le sucre. Et surtout, ce qui est dramatique pour nos enfants, je pense à nos petits enfants, c'est que eux en fait ils ont grandi dans un monde où il y avait plus de sucre que nous au même âge. C'est-à-dire que là il y a du sucre partout. Et c'est pas les mêmes doses pour les mêmes produits. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont augmenté les doses de sucre, par exemple dans les bonbons, dans le coca, etc. C'est beaucoup plus sucré aujourd'hui parce qu'ils savent qu'en fait, il y a cette addiction. Les industriels le savent, l'agro-industrie le sait, et donc ils augmentent les doses dès le plus jeune âge. Et donc on voit que les enfants sont accros dès tout petits. Ils les éduquent au sucre. Et c'est vraiment un gros problème sanitaire qui va venir dans les mois, dans les années plutôt à venir. Redouane, t'es adepte du sucre ? Ah oui, complètement. Ouais. Et on a un problème familial. J'ai une mère qui souffre d'insomnie quand elle ne mange pas de sucre le soir. Ah ouais. Ah carrément. Donc voilà, on est dans le stade de l'accoutumance et je vais faire une révélation tragique à nos auditrices et auditeurs. Ah, il me manque la musique tragique là. Le lobby le plus puissant en France n'est pas le lobby juif, c'est le lobby du sucre. Oui, c'est vrai. Et ils ont fait un travail sur les parlementaires depuis 25 ans qui est juste incroyable. Et aujourd'hui, comme le disait Youssef, on a du sucre dans tous les aliments. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas possible de trouver un plat préparé en grande surface où il n'y a pas du sirop de glucose. Y compris des plats salés, je veux dire. Salés. Tu veux acheter des lasagnes, Findus, à l'intérieur, il y a du sirop de glucose. Dans les pizzas, il y a du sirop de glucose. On est complètement accoutumé. Concentré de tomate aussi. Concentré de tomate. Concentré de tomate, il y a beaucoup de sucre. Et je sais que nos auditeurs et nos auditrices en mettent beaucoup dans la shorba et la halira. Ah oui. Ouais. Donc, doucement sur le concentré de tomate, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'en passer d'ailleurs pour faire une bonne shorba? Oui. Ouais, à l'ancienne, on s'en passait. Ouais.
Ah oui. Après, tu peux acheter aussi des concentrés de tomates de meilleure qualité et tu regardes la dose, et on voit qu'il y a plus de tomates que de sucre. Mais dans certains endroits, il y a plus de sucre. C'est comme par exemple, prenez le chocolat au lait, la poudre de chocolat. Hein. Ouais. En vrai, 80% des produits qui sont vendus, je vous le dis bien, 80%, il y a plus de la majorité, en fait, c'est du sucre et il y a à peine 20% de cacao. Oui. À peine 20% de cacao. En fait, nos enfants, le matin, ils prennent du sucre, en vrai. Mettez-leur un gros bol de sucre blanc, c'est pareil. C'est la même chose. C'est juste qu'il y a pas la couleur du chocolat, en fait. Bon, voilà. Et comme disait Youssef, même dans les céréales sur lesquelles on met en avant la qualité des vitamines, ils sont light, etc. Petit à petit, les quantités de sucre ont augmenté, donc on empoisonne les enfants dès le petit déjeuner. Terrible, terrible. C'était hier soir donc sur Canal+. Sa réponse était très attendue. Cela fait près de 4 jours que cette polémique avait enflé. Laurent Wauquiez, après les propos du président du Parti Les Républicains, enregistrés à son insu, dit-il, il égratigne une bonne partie de la classe politique par là même. Laurent Wauquiez, donc, hier soir, est venu s'expliquer sur le plateau de BFM TV. Mais à culpa, pas question. Le patron LR est resté droit dans ses bottes, assumant tout ou presque, et se trouvant une nouvelle cible, la presse. Écoutez. Je ne peux qu'être songeur quand je vois le cirque médiatique auquel on a assisté pendant 4 jours. Il n'était plus question du pouvoir d'achat. Il n'y avait plus de débat sur l'essence ou sur les 80 km/h. Plus de reportages sur les fermetures d'écoles en milieu rural. C'est que la droite a souvent fait l'objet de ces procès médiatiques. Nicolas Sarkozy a eu à les... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, le grand forum, jusque 18h avec ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Ils sont 2. C'est pas leur première, c'est leur seconde ensemble, Youssef Brakni et Redouane Moumine qui seront avec nous. Ils sont là, ils s'installent tranquillement et ils vont vous proposer leur avis tranché. Comment va monsieur Redouane Moumine? Oh bah écoute, ça va pas mal. Et malgré le froid. Malgré le froid, mais attends, il paraît que c'est que le début. Hein. Ouais. Le froid polaire qui arrive sur la France, ça va être très très chaud. Et puis Redouane, on va poursuivre cette série autour de ton avis tranché concernant la théorie du complot. Exactement, donc cet épisode s'intitulera « Il n'y a que les erreurs qui donnent du prix à la vérité » ou « Comment passe-t-on d'un attentat à un complot ?» Oh, tout un programme, j'ai envie de dire. Youssef Brakni, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah, ça va tranquille. Alors toi, on va parler de tout à fait autre chose. Ah ouais, rien à voir. Enfin, comme d'hab, un petit retour historique, hein, la grande révolte arabe de 1936. La grande révolte arabe de 1936. Ouais. Ah, ça va nous faire du bien. On va dire la première intifada avant l'heure, quoi. Ah, d'accord, bien vu. Coup de cœur, les gars? Bah commence, toi, Redouane. En fait, j'hésitais entre 2 coups de cœur et là, je sèche un peu. Ah. Mais d'ici la fin de l'émission, j'aurais choisi. Ah, d'accord. Moi, j'en ai un déjà bien établi, arrêté. C'est la marche des solidarités. Tu sais quoi? Le 17 mars. Voilà, j'en étais sûr. Ouais. Le 17 mars. Exact. Tu nous parleras de cette marche parce qu'elle est importante. Oui, exact. Elle est très importante. Ça va être une grande marche normalement. Et donc voilà, c'est des thématiques qui sont très importantes, surtout dans notre contexte. C'est violences policières, chasse aux migrants, sans-papiers, etc. J'expliquerai un peu plus en détail. Tout à l'heure, évidemment. Ne manquez pas ce rendez-vous, messieurs, dames. C'est parti pour votre LGF sur France Maghreb 2. On va parler de beaucoup de sujets dans cette émission et notamment on parlera de la Syrie parce que, a priori, ça chauffe dur là, pour le coup. À tout de suite. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, Israël a conclu un contrat historique pour la fourniture de gaz naturel à l'Égypte, a annoncé lundi Benjamin Netanyahou. Cela va rapporter des milliards dans les coffres de l'État, a affirmé dans un communiqué le Premier ministre israélien sans donner plus de détails. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que les forces syriennes ne pouvaient pas arrêter les avancées de l'armée à Afrin. La question LGF pour la 4e année consécutive, les musulmans du Royaume-Uni ont invité les Britanniques à découvrir leur mosquée et l'islam. Ce sont ainsi plus de 200 mosquées à travers le pays et plusieurs personnalités politiques qui sont parties à leur rencontre. Ceci est-il possible en France selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter.